pouvoir rhétorique de Clément Viktorovitch. Et donc là, dans ce livre, on va apprendre à décortiquer la boîte à outils des politiciens, quels arguments utiliser, lesquels il ne faut pas utiliser, au niveau de l'apparence, on fait quoi, au niveau des émotions, et on va aussi voir comment on peut tromper les gens quand on est une personne un peu coquine. Toi, tu connais Clément Viktorovitch, Georges? Ouais, j'aime bien ce mec. Moi, je l'ai connu à travers ses chroniques dans Click, qui est une émission sur Canal+. Il faisait des analyses assez brèves, justement, de la rhétorique de Mhm. personnages publics divers et variés. Et c'est des trucs, genre, en gros, en 5-10 minutes, il t'expliquait une technique rhétorique et il te présentait un exemple, tu vois. Ouais, il Et je décrypte les trouvais discours, quoi, c'est ça. c'est ça, et je trouvais ça vachement intéressant parce qu'il s'intéresse plus à la forme, si tu veux, qu'au fond. Mhm. Enfin, je trouve que c'est une approche assez novatrice, en tout cas dans les médias, dans le sens où enfin, j'avais jamais entendu quelqu'un qui faisait ça. Mhm. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que de un, c'est novateur, et de deux, ça colle pas mal à notre époque, qui est où les discours sont assez polarisés, sont de plus en plus courts et sont, j'ai l'impression, de plus en plus basés sur les émotions. Mhm. Et du coup, je trouve qu'un mec comme ça qui te donne les outils de défense ou d'attaque par rapport à ça, c'est intéressant. Ouais, c'est marrant que tu dis ça. Ouais, donc bah oui, il a été chroniqueur sur Click, mais aussi sur France Info et sur TMC, dans Quotidien. Et ouais, en fait, on va parler de tout ce que tu as dit, mais enfin, tu vas voir. Euh, c'est un livre qui est sorti assez récemment, hein. Normalement, il est encore. Tu peux encore l'acheter, tu sais, quand tu vas au relais des gares SNCF, quand tu vas prendre ton train, il est là, il est sur l'étagère, normalement. Il est sorti assez récemment. Et donc, ouais, c'est un livre qui va parler de rhétorique, donc d'art de convaincre. Et je sais pas, moi, ça m'a tout de suite intéressé parce que euh, je pense, parce qu'évidemment, j'ai une très haute estime de moi-même, que tu sais, quand quelqu'un essaie de m'entuber, quand un politique a un discours où il essaie de m'entuber un peu, j'ai l'impression que j'ai un feeling où en fait je le vois. Donc j'ai cette impression-là. Évidemment, je pense que la plupart du temps, je me trompe. Mais je trouvais ça cool parce que j'ai l'impression que ce livre, il permet de mettre des mots sur ce feeling-là. Je sais pas si tu vois, mais tu sais, moi je me Ouais, disais, en lisant ça, je vais pouvoir faire ah ah, là il a utilisé tel argument et c'est un argument fallacieux et ça s'appelle la botte du curé unijambiste, tu vois, ou un truc comme ça. Et tu vois, je me suis dit, ça peut être marrant quoi, de lire un truc comme ça. ouais, exactement. Bah, je pense que, en fait, ça permet de mieux préciser un ressenti que tu peux avoir Ouais. en écoutant quelqu'un qui est en train de t'enculer. Ouais, tu mets des noms Euh, sur les concepts, ouais. Exactement. Et Ouais, effectivement, ça te donne un peu ce canevas théorique ouais, ouais. qui permet aussi de justifier ton truc, de dire, voilà, ça c'est un procédé fallacieux, Ouais. ou c'est un procédé, en tout cas, qui ne repose pas sur la raison, qui repose plus sur les émotions. Mhm. Euh, et même chose aussi, ça te donne une grille de lecture ou une grille d'évaluation, soit des personnages politiques, soit même de ton entourage, de dire, en fait, cette personne-là, j'ai moins d'estime pour elle parce que je constate qu'elle fait usage de procédés que je trouve malins, quoi, enfin néfastes, tu vois. Oui, ouais, d'accord, on peut le voir comme ça aussi, en Et effet. tu Ouais. vois, moi, pour le coup, je fais pas mal ça. Enfin, ça veut pas dire que je suis exempt de techniques cheloues, tu vois. Mais je fais pas mal ça dans mon évaluation des discours publics. C'est genre, depuis que je me suis un peu intéressé à cette question, genre, je trouve que je remarque beaucoup plus ce genre de choses. Et j'évalue pas mal les gens en fonction de ça, quoi. Je suis là, en fait, lui, c'est un peu un connard, quoi, tu vois. Parce que il est pas là pour essayer de me convaincre par la raison, mais il essaie de me convaincre Ouais. tu vois, par les émotions ou par la rhétorique ou machin. Et à mon sens, je trouve ça un peu malsain, quoi. Ouais, mais c'est marrant, ouais, je me suis surpris aussi à penser comme ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mecs que j'aime bien dans la sphère politique, et souvent c'est, tu sais, un peu partout dans le spectre politique. Et en fait, j'ai remarqué que je les aimais bien quand juste j'avais un bon feeling avec eux et que j'avais l'impression qu'ils essayaient pas trop de m'entuber. Donc ça peut être des mecs de droite comme de gauche, en fait. Finalement, ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être très sensible à ça, quoi. C'est-à-dire que le mec, il peut ne pas être. Je peux ne pas trop être en accord avec ses idées comme ça de prime abord, si j'ai l'impression qu'il est sincère et qu'il utilise des bons arguments, enfin, rigoureux et tout. Je peux le trouver cool, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mhm.
OK, bah, on peut commencer. Au niveau de l'intro, il rappelle un truc qui est assez intéressant, c'est, il dit que la rhétorique, c'est essentiel en démocratie. Ça peut paraître con comme ça, mais il faut il enfin, c'est assez je pense que c'est important de le rappeler. Que ça soit, dans l'idée qu'on se fait de la démocratie idéale, tu sais, si on se dit: «C'est toi et moi qui gouvernons», bah, autant qu'on maîtrise la rhétorique pour faire passer nos idées et pour repérer quand, je sais pas, quand si toi tu es en train d'essayer de m'entuber, comme ça je peux le voir. Donc c'est utile dans ce cas-là, mais c'est aussi utile dans, la démocratie, actuelle. C'est-à-dire la démocratie actuelle où en fait, tu vas élire des gens qui vont finalement régner pour toi. Bah, là aussi c'est utile en fait de voir en fait, qui essaie de t'entuber, qui dit des choses intelligentes, qui dit des choses rigoureuses, tout ça, tout ça. Donc il y a déjà une première idée dans le livre, c'est que la rhétorique, c'est essentiel à la démocratie. C'est vrai que moi, ça m'a fait cliquer parce qu'en effet, du coup, si tu vis dans une monarchie, en fait, enfin, juste, tu t'en fous un peu plus de la rhétorique, en fait. Mais là, vu qu'on attend des citoyens qu'ils aient un rôle, peut-être que c'est bien, quoi, de maîtriser ce genre d'outils. Et donc, tu vois, ça, c'est la première idée du livre. Il dit, pourquoi c'est utile? Bah, c'est ça, quoi, quand même. Donc c'est quand même Ouais, assez central. en fait, pour moi, c'est utile dans n'importe quel système qui repose sur du choix individuel Ouais. Mmh. et du coup de la conviction, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, à partir du moment où tu dis, donc, et du coup, n'importe quel système, en gros, des systèmes qui reposent sur des choix individuels, c'est des entreprises, des associations, des communautés ou des systèmes politiques, tu vois. Mmh, mmh. Et en gros, dès qu'il y a plusieurs choix et que tu dois convaincre des mecs d'opter pour l'un ou pour l'autre, bah du coup, la rhétorique, c'est intéressant. Ouais, ça devient important. Il y a un autre axe, c'est assez marrant, je suis assez d'accord avec ça, c'est que il explique que l'art de convaincre, ça a plutôt mauvaise réputation. Parce que dans l'imaginaire collectif, ça fait un peu, j'étudie les différentes manières de pouvoir, entuber les gens, tu vois? Et moi, j'étais un peu d'accord avec ça, quoi. J'avais un peu tendance à être d'accord avec ça. Et ce qui est bien, c'est que lui, il est pas en opposition véhémente avec ça. C'est-à-dire, bah, il dit: «En effet, heu, quand tu parles de rhétorique, il faut vraiment se poser, pas mal de questions sur tout ce qui est, éthique». Et donc il y a plusieurs pistes que tu peux suivre. Il dit pas qu'il va tout résoudre, mais il donne quelques pistes. Tu vois, il dit: «Il y a des gens qui disent, que tant que tu essaies de convaincre et pas de manipuler, bah, c'est cool, tu restes dans le domaine de l'éthique». Ça peut être une première idée. Il y a une deuxième idée, il dit: «Bah, si tu, par exemple, si tu manipules les gens, mais que ça permet de sauver des enfants qui meurent de faim ou je sais pas quoi, bah, c'est éthique». C'est un peu, la fin justifie les moyens. Et puis après, il y a d'autres idées où tu te dis: «Bah, on va apprendre la rhétorique à tout le monde et on va laisser les choses se faire, heu, advienne que pourra. Si tout le monde maîtrise, heu, peut-être que ça va bien se passer». Et donc tu vois, il y a quand même des considérations éthiques qu'on va voir tout au long du bouquin. À chaque fois, on va se poser la question: «Est-ce que ça, c'est des choses qui se font? C'est des choses qui se font pas?» Tu vois? C'est assez compliqué au final. Ouais, bah moi je suis assez d'accord, bah, comme toi sur le postulat de base que après c'est un curseur, tu vois, comme partout, mais je pense Ouais. que les gens qui abusent un peu des techniques, en fait c'est l'équilibre entre le fond et la forme, tu vois. Mmh. Ou entre la raison ou entre la raison et les émotions, pardon. Euh, et du coup, en gros, moi comme tout, enfin moi j'étais un peu comme toi où j'ai tendance à dire qu'un discours qui repose trop sur les émotions et pas assez sur la raison, ou un Mmh. discours qui repose trop sur la forme et pas assez sur le fond, j'ai l'impression qu'il est fallacieux ou pas éthique. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que, enfin, je suis d'accord avec le postulat de base que la rhétorique, ça peut être mal perçu. Mmh. Et après, oui, je pense que ça pose des questionnements éthiques, mais je suis aussi d'accord avec le fait que plus tu éduques les gens, plus tu leur donnes les moyens de faire leur propre opinion et de faire leur propre évaluation de est-ce que c'est un discours basé sur la raison ou l'émotion, est-ce qu'il y a trop de rhétorique ou pas assez. Mmh. Et donc, quoi qu'il arrive, l'effort du mec d'éduquer les gens et de les faire monter en compétence sur le sujet, il est intéressant, quoi. Ouais, ouais, bon, c'est clairement ça qu'il voulait faire avec ce livre. Après Mais tu ça vois, reste genre, un ouais, mais tu vois, genre, je suis aussi d'accord que de se poser la question de chaque procédé, est-ce qu'il est éthique ou pas, ouais. c'est aussi un truc intéressant. Et tu vois, genre, typiquement, je sais pas, je raisonne par l'absurde, mais je pense qu'il y a des procédés où mon opinion personnelle, c'est que quoi qu'il arrive, ils sont pas éthiques, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on va voir à la fin, ouais, Tu vois, je sais pas, typiquement, genre, couper la parole ou parler plus fort que quelqu'un ou rendre sa voix plus grave pour se rendre
accroître sa crédibilité, Mmh. bah, mon opinion, c'est que quoi qu'il arrive, c'est de la merde, tu vois, de dire ça. Genre, ah, Ouais, c'est une des dernières parties qu'on va faire sur tout ce qui est tromperie. ouais, Tu vas avoir en effet que pas mal de choses à dire là-dessus. Hem, la première partie, du bouquin, c'est tout ce qui traite de comment on va choisir les arguments qu'on va vouloir utiliser et c'est vrai qu'encore une fois, ça paraît évident, mais ça fait du bien de mettre des mots dessus. C'est qu'il y a en fait, finalement, il y a 2 types d'arguments selon lui. C'est qu'il y a les arguments, rigoureux, d'une part et les arguments efficaces, d'autre part. Je pense qu'on voit tous un peu ce que ça veut dire, mais je peux l'illustrer par un exemple du bouquin. Il dit: «Si tu es ministre de l'intérieur et que tu veux présenter ta politique de tolérance zéro, bah, soit tu peux avoir recours à des arguments rigoureux, donc tu vas, je sais pas, comparer les statistiques de différents pays et tu vas en déduire que ce que tu fais, ce que tu proposes, ça marche. Donc ça, c'est rigoureux, mais c'est pas forcément efficace parce que si tu fais ça pendant le journal de 20h, bah, peut-être tu vas faire chier les gens qui te regardent et ça va pas marcher. Mais au contraire, tu peux utiliser des arguments efficaces, t'exclamer, Que voulez-vous que je fasse? Me résigner à voir nos femmes violées dans les ruelles, des hommes agressés en sortant du travail» et là, c'est efficace. C'est-à-dire que les mecs, autour de la table, en train de dîner, en train de te regarder pendant le journal de 20h, ils vont kiffer. C'est juste que là, c'est pas rigoureux. Donc ça fait du bien déjà de mettre des mots sur ces trucs-là. Et, et donc voilà, il dit attention à ce qu'on appelle le paradoxe du bon élève. C'est finalement la personne qui a raison, mais qui échoue à convaincre, hein. Et donc l'exemple le plus classique, c'est quand tu as de bons arguments, mais que c'est très technique, hein. Donc c'est vrai que ça c'est assez ouf, mais en fait tu peux employer des arguments rigoureux et échouer à convaincre en fait. oui, enfin, Mm, ouais, je suis d'accord, et c'est intéressant de le dire, de l'expliciter, quoi. mm, Mais même, enfin, c'est même d'ailleurs souvent le cas aujourd'hui, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression que plus t'es rigoureux, plus t'es dense, plus t'es complexe, moins t'as tendance à convaincre, quoi. Enfin, après, c'est clairement une impression, un feeling, j'ai aucune donnée pour l'appuyer, tu vois. mm. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une époque de la rigueur, quoi. Non, et la dernière partie, c'est la partie du débat. Donc en gros, il va essayer de décortiquer ce qui se passe quand deux personnalités politiques font un débat. Et c'est là où on va essayer d'expliciter toutes les dynamiques que tu décris. C'est-à-dire qu'est-ce que tu es finalement obligé de faire quand tu veux prendre le dessus sur l'autre. Et il y a typiquement ce que tu viens de dire. Des fois, tu es obligé de prendre des raccourcis qui font que malheureusement, le discours va être appauvri. Ouais. Ouais, et puis après, enfin, je me dis l'idéal, enfin, le plus éthique ou le plus raisonnable, c'est d'essayer de faire une balance entre les deux, c'est-à-dire d'avoir quelques arguments, enfin, un discours à la fois rigoureux, qui n'occulte pas la complexité du monde, Hmm. mais qui est assez simple et fort et facile à comprendre, tu vois. Ouais. Mais c'est extrêmement difficile, quoi. Bah, en fait, ça, ce que tu viens de dire, je peux l'illustrer parce que je peux l'illustrer assez facilement. Bon, dans le livre, dans ce chapitre, évidemment, il donne tous les types d'arguments. Évidemment, on va pas les faire. Mais on peut, pour illustrer ce que tu as dit, parler de deux types d'arguments seulement. Mais lui, il considère que c'est le top 2, quoi. En gros, il dit c'est les plus redoutables. Et il dit c'est l'argument par le bon sens et l'argument par l'exemple. Et donc, tu vois, il dit Ouais. c'est deux arguments qui sont très efficaces, mais qui sont rarement rigoureux. Et du coup, ils sont intéressants et on peut en parler. On va voir comment ça reboucle avec ce que tu as dit. L'argument de bon sens, c'est de dire comment est-ce que le climat peut se réchauffer alors qu'on est en mai et il fait 5 degrés. Tu vois, c'est très efficace, sauf que c'est pas rigoureux parce que ça marche pas comme ça et c'est réfuté par la climatologie. Et puis tu as les arguments par l'exemple. Voilà, si tu es polémiste sur un plateau et que tu veux argumenter sur l'insécurité, tu vas dire hier dans le journal, on a parlé d'un élève qui s'est fait tabasser par 5 racailles en sortant de l'école. C'est bien la preuve que l'insécurité a augmenté. C'est un argument par l'exemple, c'est sûrement très efficace, mais c'est pas très rigoureux. Et tu vois, typiquement, pour reboucler avec ce que tu as dit, l'argument par l'exemple, il dit ça peut être sympa en fait, si tu veux, une fois que tu as émis une démonstration rigoureuse, à la fin, de donner un exemple pour prendre vie, pour donner vie à ta démonstration rigoureuse. Donc, c'est pas juste. C'est pas bien de donner des exemples, euh, mais tu peux pas juste t'en servir comme argument. Tu vois, donc il y a une petite subtilité à faire. Ouais. Oui, en fait, j'ai l'impression que, bon, après, on va voir ce qu'il dit, mais j'ai l'impression qu'il faut un peu savoir manier les deux et combiner les deux, quoi. Exactement. De faire d'avoir des arguments rigoureux,
et de les matiner de quelques trucs Voilà, efficaces, quoi. voilà. Tu essaies de faire de la rigueur et après, tu peux rajouter un truc efficace. Ça permet juste de réveiller un peu le mec qui regardait la télé un peu passivement et faire OK, je pense que j'ai ça m'a touché et en plus ça a l'air logique ce qu'il dit, quoi. Voilà. Ouais. Hem et en fait, il y a tout un truc qui raconte sur ces 2 types d'arguments. En fait, il raconte pourquoi ils sont si puissants et en fait, c'est hyper intéressant. Ils sont très puissants parce que quiconque va vouloir, réfuter ce genre d'argument, donc par le bon sens ou par l'exemple, va devoir déployer une quantité disproportionnée de moyens. C'est-à-dire que le mec qui a sorti sa connerie avec le climat, où il fait 5 degrés en mai, tout le monde va hocher la tête. Réfuter le truc en expliquant que tu peux quand même avoir 5 degrés malgré le réchauffement climatique, que c'est une moyenne, machin, machin. Heu, En gros, c'est compliqué et donc ce qui rend cet argumentaire efficace, c'est, l'asymétrie de moyens et heu D'accord. et d'ailleurs, ça a un nom, ils disent, ça s'appelle la loi de Brandolini, qui dit: «La quantité de temps et de moyens nécessaires à réfuter une idiotie est bien supérieure à la quantité de temps et de moyens nécessaires à énoncer, la connerie en question», quoi. Donc c'est la loi de Brandolini, tu vois? Ouais. Et hem et moi, je le vois, c'est souvent utilisé sur les plateaux Ah, télé. c'est Tu intér- Ouais, vas-y. Non, c'est intéressant parce que c'est un peu l'inverse d'une autre loi, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui dit que genre c'est beaucoup plus facile de réfuter quelque chose que de le démontrer, tu vois. Ah Et d'accord. tu vois ce que je veux dire? Tu vois un peu cette loi qui est de dire genre, Ouais, ouais, ouais. Ouais. j'ai oublié comment elle s'appelle, on pourra retrouver, mais Ouais, non, bah, après, ouais, ça a l'air d'être un peu la même chose, que mais c'est une question d'asymétrie de moyens, en fait. exactement, c'est une Mmh. question d'asymétrie. Mais tu Mmh. sais, l'autre loi, elle est souvent utilisée pour illustrer un peu l'efficacité du lobbyisme, Ouais. enfin des lobbies, etc., et de la fabrique du doute, tu vois. De Oui. dire, tu veux démontrer que Ah! le cholestérol, tu veux démontrer que le cholestérol, Oui, oui, je sais j'ai pas, le compris, sucre ouais. c'est nocif. Mmh. Et en fait, il suffit que les mecs émettent un petit doute pour que, tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 d'accord, ouais. Ouais, ouais, oui, OK. Ouais, tu peux jamais prouver, c'est pas facile de prouver à 100 alors que mettre le doute, c'est facile, ouais. Exactement. Ouais et non, ce que je voulais dire, c'est que en fait, j'ai l'impression que c'est vachement utilisé, tu sais, sur les plateaux télé, dans les émissions un peu à la con où tu as, 30 secondes pour, débattre d'un sujet. Bah, du fait que ça soit hyper limité en temps, bah, finalement, tu peux balancer ta connerie et le mec, il est juste en PLS en face parce que tu sais, il a pas de temps, en fait, pour Ouais. expliquer et pour réfuter le truc. Je sais pas pourquoi, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, tu sais, c'est l'argument qui est toujours sorti sur les EPR, là, sur les réacteurs nucléaires. Tu sais, tout le monde, dit, «Ah bah, ça a coûté 20 milliards à faire, le premier EPR, donc si t'en fais 20, ça va coûter 20 fois 20 milliards. Et bah, évidemment, ça marche pas comme ça, quoi. Enfin, le 1er que tu construis où tu galères, ça coûte super cher et après tu les fais en série et en fait, c'est fascinant parce que le mec, il sort ça en débat, forcément, il y a un mec qui a réfuté son argument en lui expliquant que c'était con ce qu'il disait, mais le mec va continuer à le ressortir sur chaque plateau télé, tu vois? Parce qu'il sait Ouais. très bien que c'est genre méga efficace et que l'autre, il perd juste du temps à s'exciter en face à essayer de de démonter un truc qui est finalement un argument de bon sens, quoi, tu vois? Bah, ça Ouais, a coûté 20 milliards, donc 20 fois 20, c'est cher, tu vois? Et non, c'est vachement intéressant. En fait, ouais, c'est vachement intéressant parce que ça introduit la notion euh, euh, de changement de la tactique rhétorique en fonction du contexte, quoi. En oui, gros, oui, c'est en gros, vrai, oui. ce que tu dis, c'est que en fait, quand tu es dans un temps contraint, Ouais, il est pertinent d'utiliser des arguments efficaces. la loi de Brandolini. Voilà, parce que du coup, tu contrains ton adversaire, tu cadres ton adversaire, tu l'obliges en fait, du coup, il peut plus traiter des sujets que lui il voulait traiter parce que tu l'as enfermé dans ton sujet. Mmh. Et en plus, probablement, il n'aura pas le temps de répondre. Et du coup, il sera coupé aux 2 tiers ou à la moitié de son raisonnement. Mmh. Voilà, donc moi, c'est intéressant. En fait, ça dit que du coup, Mmh. dans un environnement où le temps est contraint, il vaut mieux faire usage de, euh, d'arguments efficaces Ouais. à cause de la loi de Brandolini, quoi. Et ça, moi, je l'ai flagué comme un procédé fallacieux, en fait, parce que dès que je vois un mec qui énonce ce genre d'argument alors que je sais pertinemment qu'il connaît le contre-argument, pour moi, c'est un procédé fallacieux que Ouais, enfin, tu vois, je le tag comme ça, quoi. ouais. Mais bon, c'est marrant, c'est intéressant. Hem, il y a il y a une autre grande partie dans le livre où il te donne quelques clés pour bien façonner ton texte
Et moi, je vais juste citer des stratégies qui m'ont intéressé dans cette partie, celles que j'ai trouvées les plus intéressantes pour illustrer un peu ce qu'il voulait dire. Une des premières stratégies que j'ai trouvées super intéressantes, c'est l'utilisation de l'implicite. Et alors, comment il illustre ça? Il dit, un moment, sur YouTube, il avait fait une analyse, entre un échange entre Gérald Darmanin et la journaliste Apolline de Malherbe. Et Darmanin, en fait, je sais pas si tu l'avais vu ce truc-là, Georges, il avait dit à un moment, «Calmez-vous madame, ça va bien se passer». Ouais. Et Viktorovitch, ce qu'il dit, c'est, bah, en soi, il a rien dit, mais implicitement, en gros, on pourrait lui reprocher de surfer sur le stéréotype de la femme hystérique et de l'homme, stoïque, tu vois? Et donc bien que Gérald Darmanin n'a pas dit explicitement un truc du genre, «Ouh là là, vous les femmes, vous êtes toutes hystériques», voilà. Il a fait passer le message de façon beaucoup plus subtile, selon Clément. Et donc, c'est quand même hyper intéressant parce que finalement, il dit l'implicite permet de faire passer des messages sans avoir à les formuler et même dire quelque chose sans accepter la responsabilité de l'avoir dit. Tu vois. Ouais. Alors évidemment, il s'est fait taper sur la gueule, Darmanin, mais, c'était. Enfin, j'ai quand même eu l'impression qu'au final, c'est passé, tu vois. Oui. Alors que s'il avait Non. dit le truc directement, ça serait pas passé, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est intéressant ce truc-là de l'implicite enlève, enfin, te permet de t'affranchir de la responsabilité de tes propos, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que j'ai jamais même pensé à ça. C'est Ben, ça, intéressant. ça marche un peu là pour parler de l'épisode qu'on a fait, l'épisode juste avant là sur les salaires hommes-femmes. Tu sais, quand tu dis les femmes travaillent gratuitement depuis le 1er novembre, bah t'as rien dit, t'as dit un truc vrai, et, et, euh, et tu n'es pas responsable de ce que les gens lisent dans cette phrase ou interprètent dans cette phrase, tu vois. Et donc finalement, tu dis des choses sans prendre la responsabilité de l'avoir dit. Et donc c'est vraiment un truc très puissant, quoi. Enfin, c'est pour ça que ça m'a marqué. Non, C'est assez ouf, ouais. non, c'est vrai que c'est vachement puissant. Bon, après, il faut un peu prendre garde à ça parce que enfin, tu fais un peu un procès d'intention à la personne, quoi. Tu considères qu'elle a fait exprès, qu'elle a voulu dire ça, et peut-être qu'en fait, bon, Non, non, je suis d'accord qu'on pourrait. Enfin, là était tout le débat de ouais, dire est-ce que Darmanin avait fauté ou pas. ouais. J'en sais rien, Mais j'ai pas d'avis, ouais, mais on, on pourrait en tout cas oui, envisager qu'il l'ait fait et du coup utiliser ça comme exemple. Après, oui. Non, mais et peut-être puis il même, a. c'est intéressant d'avoir cette technique en tête. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. mais c'est dur à décrypter parce que enfin, dès que tu rentres dans le procès d'intention, c'est compliqué, quoi. Ben, c'est ça déjà, mais c'est aussi pour ça que c'est très puissant en fait comme Oui, outil. oui, C'est-à-dire oui. qu'en fait, genre t'es intouchable quoi, genre on peut rien te dire. Tu peux dire Ouais, c'est bah ouais ça. mais je l'ai pas dit donc qu'est-ce que vous me faites chier. Tu C'est vois. vrai. Donc ça c'est ouais. Donc ça c'est le premier truc de comment construire, de comment façonner son texte. Le deuxième truc c'est la deuxième stratégie, c'est utiliser la connotation à son avantage. Donc il rappelle en linguistique la dénotation, ça désigne le sens littéral d'un mot, et par opposition on a un truc qui s'appelle la connotation. Et la connotation, c'est l'ensemble des représentations attachées à ce mot et sur lesquelles bah, il peut y avoir des divergences et voire des désaccords. Et donc, bah, je peux donner quelques exemples. Tu sais, si tu dis, il y a certaines personnes qui vont dire c'est un dictateur, certaines personnes qui vont dire c'est un homme fort, certaines personnes qui vont dire j'ai changé d'avis, certaines personnes qui vont dire j'ai reconsidéré ma position. Tu peux dire un texte intello, tu peux dire un texte exigeant et profond. Euh, On a aussi, tu sais, tous les termes, si tu dis islamo-gauchiste, raciste, extrême gauche, extrême droite. euh, et en gros, il y a une vraie bataille pour essayer de shifter la définition de ces mots afin d'englober un maximum de tes adversaires dedans, tout en gardant la mauvaise connotation qu'ils ont. Je sais pas si ça te parle, toutes Si, ces histoires de connotation. bah, si, c'est vachement important. En fait, ça rejoint un peu l'importance du vocabulaire choisi. Mm. Et, euh, et on le voit pas mal en entreprise. Enfin, même enfin, soit en entreprise, soit dans l'administration publique, tu sais, on dit plus handicapé, on dit personne à mobilité réduite. On Et dit même, collaborateur et pas employé. exactement, on dit collaborateur et pas Mm. employé ou pas salarié pour occulter la notion de subordination. Ouais. On dit, et effectivement, enfin, le langage est important et la connotation qu'il véhicule, il est important. Je suis d'accord. Mais, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette espèce de bataille en fait
Enfin, tu vois, si tout le monde pouvait être islamo-gauchiste, en gros, ça arrangerait bien les gens. À droite, si tout le monde pouvait être raciste, ça arrangerait bien les gens à gauche. Enfin, tu vois, il y a une espèce de bataille pour trouver ces mots qui salissent assez et essayer d'englober un maximum de personnes dedans. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que tu Ouais, as, une fois que tu réussi à englober ton adversaire dedans, en fait, bah, finalement, t'es en bonne position, quoi. ouais, c'est Euh, ça. il y a aussi à droite, je sais pas si tu as entendu, quand tu traites quelqu'un de woke, je sais pas si tu as entendu Oui. ouais, tu sais, pour désigner un espèce de bonnet de gauche, machin. Et ouais, c'est un truc qui véhicule une sorte de, je sais pas, de morale performative. Et genre, quand on te traite de ça, ouais, enfin, ça peut être assez problématique aussi, quoi. Donc, Ouais. Ouais, ben non, c'est c'est vachement marrant. En fait, c'est le principe, enfin, un peu de mettre des gens dans des cases. euh, et l'objectif, c'est de rendre sa case suffisamment. En fait, c'est de rendre sa case ou son. Ouais, la case dans laquelle tu veux mettre ton adversaire, tu veux qu'elle soit suffisamment. Suffisamment dé- large et Exact, suffisamment puante. exactement. En fait, C'est marrant. tu veux qu'elle soit suffisamment démocratisée déjà pour que les gens Mm. comprennent que c'est à connotation négative. Mm. Euh, Tu veux qu'elle soit suffisamment mal définie pour que tu puisses se foutre à peu près n'importe qui dedans. C'est ça, ouais. Tu vois, c'est un peu technique, j'avoue. Ouais. Mais tu vois, moi, ça m'a fait penser au. J'avais lu le roman de Orwell, là, tu sais, 1984. Et dedans, je sais pas si tu te souviens, il y a l'État qui invente une nouvelle langue qui s'appelle le néo-parlé. Et le but de la langue, c'est de se débarrasser de toutes les nuances. Donc, tu sais, ils essaient d'épurer la langue au maximum. Ouais, Et ça me fait penser à ça, tu vois. Genre, Mélenchon, il est islamo-gauchiste, c'est bon. Ça l'a défini complètement. Le Pen, elle est raciste, c'est bon. C'est défini complètement. Tu vois, je sais pas, ça me fait penser à ça, quoi. C'est se débarrasser de toutes les nuances. Parce qu'en fait, juste, voilà, c'est bon, on va pas réfléchir non plus, tu vois. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, et après, je trouve que ça rejoint un peu, on sort un peu du sujet, mais ça rejoint un peu le truc tu sais, les attaques ad hominem et la dissociation entre l'auteur et sa pensée, tu vois. Ouais, Et ça, j'y ai jamais vraiment réfléchi, donc j'ai pas trop de réponses, tu vois. Mais moi, j'ai tendance à. Et ça contredit ce que disait Nassim Taleb dans Skin in the Game, tu vois. Nassim Taleb te dit c'est important de voir qui parle. Et, euh, et si la personne qui parle, ouais, elle a pas les couilles dans. Elle a pas, genre, elle est pas en train de nager avec les piranhas et elle te parle des piranhas. Tu vois ce que je veux dire. ouais, Et tu vois, moi, je suis pas de cet avis. Je suis intéressé par la pensée, même si elle émane d'un auteur qui a un parcours ou d'un auteur qui est nauséabond, tu vois. En fait, ouais. je trouve qu'une pensée peut être pertinente en tant que telle, tu vois. Quelle que soit d'où elle émane, mais c'est marrant parce que enfin, c'est l'inverse de ce que disait Nassim Taleb. Ouais, bah non, oui, pour le coup, c'est l'inverse de ce qu'il disait, mais enfin, Viktorovitch, il en parle de ces trucs-là, il appelle ça des attaques ad personam. Et Ouais, je me souviens plus, mais je crois qu'il reste prudent, hein, comme toi, hein. C'est-à-dire qu'il dit, ouais, bah ouais, des fois, c'est pas ouf, mais des fois, peut-être que ça peut faire sens, ouais. ouais, Mm. Euh, il y a une troisième idée qui est la précision dans les chiffres, parce que ça donne une importance d'expertise. Et ça, c'est rigolo, parce que ça, vu qu'il y a eu les élections, je l'ai vu à chaque fois. Et en fait, tu sais, c'est quand un avocat te dit mes honoraires sont de 1 435 € au lieu de mes honoraires sont de 1 400 €. Bah, en fait, ça fait plus sérieux. En fait, tu vas beaucoup moins discuter, essayer de négocier les honoraires du gars. Donc, pareil, si tu dis, quand tu cites des chiffres, c'est 32,4% au lieu de 30, ça donne une impression d'expertise. Et je sais pas si t'as fait gaffe, ils font tous ça maintenant, les politiques. Parce que moi, ça m'avait choqué des fois quand dans certains débats, il y avait des mecs qui te sortaient genre oui, le chômage c'est machin, virgule 2, tu étais genre ok, ouah, c'est un ouf. Et en fait, c'est fait exprès en fait. ok. Ça, Ah c'est ouais, marrant. j'avais pas fait attention, ouais. Ouais, ouais, c'est ouf. Euh, Il y en a un qui est sympa aussi, c'est utiliser la conjugaison à son avantage. Alors celui-là, il m'a vraiment fait kiffer. Donc il donne l'exemple d'un employé qui s'est suicidé au travail. Et moi, je suis le directeur. Et en fait, si je suis un mec, si je suis un fin stratège, lors de mon discours, parce que je vais devoir faire un discours pour dire, ah, bah, il s'est suicidé, l'employé, c'est triste. Viktorovitch, il te conseille d'utiliser la première personne du singulier lorsque ça va te mettre en valeur. Donc, par exemple, tu vas dire, je pense très fort à la famille. Et il te conseille de passer à la première personne du pluriel lorsqu'au contraire, tu veux diluer les responsabilités. Donc tu vas dire cela doit nous interpeller, cela doit tous nous préoccuper,
nous devons agir. Et en fait, tu vois, le nous, on sait pas trop qui c'est. Est-ce que c'est l'entreprise, le conseil d'administration, c'est tout le pays? Ouais. On sait pas, tu Ah, vois. non, C'est marrant, non, hein. c'est vachement intéressant et tu sais, ça rejoint l'idée un peu économique de individualiser les gains et collectiviser les pertes. C'est ça. Mais ça, Mais en fait, je suis sûr qu'ils le font tous, en fait. Faut mais, qu'on regarde maintenant les mais, politiques, je suis sûr qu'ils font ça. mais c'est marrant parce que c'est la version rhétorique du concept économique de, tu sais, genre les banques, Oui, je suis elles, d'accord, c'est drôle, ouais, je suis d'accord. tu Ouais. sais, genre les banques, elles collectivisent leurs pertes dans le sens où C'est ça, qui les sauve pendant la crise, bah, c'est l'État, tu vois. c'est ça. Par contre, elles individualisent leurs gains dans le sens où après elles font la masse de profit et elles versent aux Mm. actionnaires Oui, et oui, pas à oui. et pas à la C'est un peu le société. pendant du truc, ouais. Et effectivement, c'est vrai que moi je l'ai pas mal vu en entreprise Mm. où tu dis euh, il a été décidé, donc soit tu sers un truc absurde, genre il a été décidé, soit tu dis genre on a décidé, on a pris la décision commune de se séparer d'eux, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Et c'est pas le patron qui dit j'ai décidé de le tège, tu vois. Ouais, c'est on. Tu vois, c'est dit on a décidé et tu fais genre c'est une décision commune ou c'est une Mm. décision collective. Euh, Bah, il on dit, dit, c'est ce que tu viens de dire, il dit il y a l'utilisation des verbes impersonnels aussi. Il faut lutter contre les inégalités. ouais. Non. Et Donc, c'est vrai que c'est intéressant, enfin, c'est une forme de lâcheté, quoi. ouais. Bah, il dit ça ne désigne rien et donc n'engage personne et donc personne ne peut être tenu pour responsable. Bah, Et le truc, donc c'est ça que sonne bien, c'est. mais en fait, on a parlé pendant rien dire, en fait. Exactement, mais après, ça a plusieurs intérêts. Enfin, dans le cas, par exemple, de licenciement de quelqu'un, tu vois, ça a Ouais. un intérêt de. Effectivement, ça dilue la responsabilité et c'est une forme de lâcheté. Mm. Mais ça a un deuxième intérêt qui est que ça n'antagonise pas, tu vois. Tu vois, genre, tu préfères dire, ça fait comme si c'était un accord, d'un commun accord ou une décision commune, Mm. plutôt que dire j'ai choisi de le virer, tu vois. Oui. Et du coup, ça peut antagoniser la personne, tu vois. Ouais, ouais, non, mais En fait, complètement, hein. ça préserve un peu la dignité de la personne, quoi. En fonction de, tu vois. Ah, toi, tu vois le bon côté des choses, ouais. Bah, ça dépend de la relation qui Mhm. t'a. En gros, tu peux voir le bon côté qui est que ça préserve la dignité de la personne, ou tu peux voir le mauvais côté qui est en fait t'es un lâche, Non, tu je vois. vois ce que tu veux dire, ouais, on peut le Et voir en comme fait, ça aussi, ouais. ça dépend au cas par cas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en gros, J'arrive à penser à des exemples où ça peut passer, ouais. bah, en gros, genre, si t'as été une merde avec la personne et que tu la tèges comme un sale, Mm. là, concrètement, tu préserves pas sa dignité en disant on a décidé, tu vois. Mais si juste t'as fait les choses bien et en fait, tu t'as pas envie de Oui, oui. dire, tu vois. Mm, 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 mm. Et toujours dans le même chapitre, enfin dans la même section, il y a l'utilisation de la voix passive. Ça, c'est marrant. Tu sais, si tu dis le chat mange la souris, tu peux pas enlever la partie le chat, parce que ça veut rien dire. Enfin, tu peux pas dire mange la souris, ça veut rien dire. Alors que si tu utilises la voix passive, si tu dis la souris est mangée par le chat, bah là, tu peux enlever le chat. C'est marrant. Donc tu peux dire la souris est mangée. Et ainsi, Viktorovitch dit que tu ne nommes pas le coupable. Donc tu peux cacher le coupable. Quel génie. C'est un génie, hein. Ouais, c'est marrant. Non, mais c'est vrai, c'est drôle aussi. Tu peux faire la voix passive Et il et, donne un exemple, quoi. bah ah bah non, mais attends, bah déjà t'as l'exemple du chat, déjà tu devrais t'estimer heureux. Ouais. Et, et ensuite c'est, bah non, mais tu sais, si tu dis oui, la France a été ravagée, machin, tu vois, genre Oui, bah ça permet oui, de pas dire, tu vois, oui. donc Ça non, veut pas dire mais par les Arabes. c'est ça, par Macron, machin, genre, Ouais, tu vois, pour pas t'aliéner les voteurs de ouais, Macron, enfin, genre, bref, en gros, juste tu dis des trucs ouais. et Ouais, c'est marrant. personne va Ouais. t'en tenir rigueur. Ouais, c'est intéressant. En fait, c'est globalement l'imprécision, quoi. En fait, j'ai l'impression que il y a Ouais. certaines techniques. En fait, je pense que peut-être qu'on peut mettre ces techniques dans des paniers, tu vois. Et je pense Mhm. que t'as un panier, c'est l'imprécision, tu vois. Ouais. Et genre, typiquement, l'implicite, ne pas nommer le responsable, etc. Mm. Tout ça, ça rentre dans, en fait, être imprécis et que du coup, t'es un peu inattaquable. L'esquive est plus simple, quoi. Ouais, 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 je suis d'accord. Après, est-ce que c'est tout le chapitre qui est là-dedans ou c'est juste moi, les trucs qui m'ont fait kiffer, qui étaient dans l'imprécision, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, Bah ils non, sont tous. non, mais par exemple, tu vois, les chiffres, c'est au contraire dans la précision, tu vois. Oui, 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 ok, ouais. Ouais, ouais, Tu ouais, vois. ouais. Ah, c'est marrant. Bah voilà, du coup, là, je voulais juste. Je vous en ai cité quelques-unes. C'était pour se faire plaisir. Et après, il y a le chapitre des émotions. Où Viktorovitch va essayer de t'encourager pour réussir ton discours à mobiliser les émotions. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il dit on a tendance à penser que le seul type de raisonnement qui vaut la peine d'être respecté, en gros, c'est le raisonnement bah, tu sais, froid et analytique où du coup, il y a pas d'émotion. Bah, Euh, moi, je suis pas mal de cet avis, j'avoue.
Ouais, moi aussi, ouais. Et donc, en gros, on fait souvent la distinction entre convaincre et persuader. Et donc, on dit que convaincre, c'est mieux. Parce que, en gros, convaincre, c'est quand tu as des vrais arguments, et persuader, c'est potentiellement, tu as fait appel aux émotions, quoi. Et il commence par citer les travaux de Daniel Kahneman, donc, qui sont ultra connus dans le bouquin Système 1, Système 2. Donc, dans ce bouquin, juste pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas, Daniel Kahneman, il dit qu'on a tous une pensée qui s'appelle Système 1, qui est intuitive ou heuristique. Donc, heuristique, c'est que tu fais des approximations, je ne sais pas comment, si je le décris bien. Donc, c'est une pensée qui coûte pas cher en calories, en énergie. On simplifie le monde, donc c'est ah, j'ai vu un mec chelou qui vient vers moi, je vais changer de trottoir. C'est système 1. Système 2, c'est au contraire une pensée analytique qui va dépenser beaucoup de calories et qui va prendre du temps. Donc, on a tendance à. Enfin, si je relis à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, en gros, système 1, c'est plus les émotions. Et système 2, c'est un peu le raisonnement froid et analytique qu'on a mis du temps à faire. On a dépensé un peu d'énergie, on a réfléchi, tout ça, tout ça. Voilà. Et donc, Daniel Kahneman, il obtient le prix Nobel d'économie en 2002 pour avoir démontré qu'il était déraisonnable d'attendre des individus qu'ils se comportent raisonnablement. Voilà. Et il a aussi montré que ça marchait très bien avec les gens très éduqués, donc ce qui était quand même fort. Et donc, si on se base que sur les travaux de Daniel Kahneman, on conclut un peu ce que toi et moi on pensait, qu'en fait, en rhétorique, c'est pas éthique d'utiliser les émotions et donc d'activer système 1. Si tu te bases sur les travaux de Daniel Kahneman, on en arrive là. Et donc là, tout le monde est d'accord. Mais Victor Horowitz, il va faire un truc. Il va rappeler qu'en 1994, il y a le neurologue Antonio Damasio qui va aller plus loin que ces travaux-là et qui va démontrer qu'on ne peut pas fonctionner sans émotion. Et je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé dans l'épisode sur The Righteous Mind de ce gars Damasio, parce que ce gars, il avait étudié des patients qui avaient une lésion, alors dans le cortex préfrontal ventromédian, on s'en fout, mais en gros, ils étaient dépourvus d'émotion du fait qu'ils avaient eu cette lésion au cerveau. Ils avaient une lésion à la partie du cerveau qui s'occupe des émotions. Et je sais pas si tu te souviens, on avait dit que Damasio, il avait démontré que ces gens n'arrivaient plus à agir selon leurs intérêts, ils n'arrivaient plus à s'organiser au quotidien. En fait, c'était une forme de sociopathie. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode-là quand on avait dit ce truc-là. Oui, si, je me souviens un peu. Et t'avais dit, mais je comprends pas pourquoi les gars qui n'ont pas d'émotion, ça devient pas tout de suite les avatars et tout. Genre, t'étais choqué et tout. Tu te souviens ou pas? Ouais, je me souviens, je me souviens. Voilà, voilà. Et donc Damasio, il répond que les émotions font partie intégrante de nos capacités de raisonnement, donc d'après ses expériences. Et, et voilà pourquoi dans le livre, en fait, Victor Horowitz, lui, il refuse la distinction entre convaincre et persuader. Donc il dit « Je refuse l'idée selon laquelle il y a une conviction rationnelle et une persuasion émotionnelle ignoble. » Lui, il dit que c'est une absurdité. Et en fait, moi, je me souviens qu'on n'avait pas trop compris dans The Righteous Mind les trucs de Damasio. On n'avait pas compris pourquoi les mecs, c'était pas trop des avatars. Et donc, j'ai réfléchi. Je sais pas si toi, ça te parle plus qu'avant ou là, t'es toujours dans l'incompréhension de Bah, pourquoi le mec qui a pas d'émotion, en fait, il est pas stylé. Tu vois. bah non, j'avoue que j'ai du mal à. Enfin, je peux émettre l'hypothèse qu'en fait, du coup, il est pas stylé parce que du coup, il a investi un effort démesuré dans un peu tout. Et que peut-être que les émotions, ça te permet de prendre des raccourcis qui sont indispensables pour ta sanité mentale et pour ta dépense d'énergie. C'est pas mal Je hein, sais ce que pas. tu dis. Ouais. C'est pas mal parce que, en fait, moi, la façon dont je le vois, c'est quand même aujourd'hui la forme d'intelligence la plus sophistiquée qu'on ait, en fait, ça reste le cerveau humain. Tu peux te dire, ouais, les PC, ils ont une grande puissance de calcul et tout, mais ok, mais ils peuvent pas faire ce que nous on fait, quoi. Donc, si tu pars de ce postulat-là, tu es aussi obligé de constater que le cerveau humain, lui, il fonctionne avec système 1, système 2, donc il fonctionne aussi avec des émotions. Et donc, on pourrait en déduire, je pense, qu'une intelligence sophistiquée comme l'intelligence humaine a forcément besoin d'émotions pour fonctionner, en gros. Enfin, tu vois, en gros, qui sommes-nous pour dire que, en gros, le seul truc qu'on connaisse, il fonctionne mal, tu vois. Tu vois ce que je veux dire un peu? Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et C'est qu'en gros, ouais, c'est ça, c'est que enfin, la forme d'intelligence la plus aboutie qu'on connaisse, c'est avec des émotions. voilà, elle fait usage de ces deux systèmes-là, Exactement. et que du coup, ça doit avoir une utilité majeure, et du coup, on peut pas dire il y a qu'un système, tu vois. Ouais. Et typiquement, j'ai essayé de raisonner par l'absurde, tu vois, mais imagine, t'as que système 2, donc t'as pas d'émotion. Et je sais pas, on essaie de te poser une question, bah, pour qui tu vas voter. Et donc tu commences à réfléchir, tu fais, bah, je vais voter Mélenchon parce que il y a l'urgence climatique. Ok, mais pourquoi c'est important l'urgence climatique? Bah, parce que les gens vont mourir, d'autres vont pas naître. Ok, mais pourquoi c'est grave? Parce qu'après tout, s'ils sont pas nés, ils souffrent pas. Ok, mais comment, enfin, comment on définit la morale? Pourquoi est-ce qu'on veut forcément être moral? Et en fait, tu te retrouves dans un truc où en fait jamais ça converge en fait. Et, Oui, mais c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que ça t'empêche de faire certains raccourcis qui sont nécessaires en fait à un moment à juste arriver à une conclusion, juste, tu vois. ouais, j'avoue, c'est intéressant. Bon, je pense que, enfin, on est en train d'émettre une théorie. On est en train d'émettre une théorie. Peut-être que c'est de la connerie, tu vois, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant que ça permet de réconcilier les deux, quoi. Mais Ça si, permet si, de. c'est un vrai truc, et je vais te dire, parce qu'en fait, maintenant, il y a beaucoup de spécialistes de l'intelligence artificielle qui pensent qu'il faudrait trouver un moyen de rajouter des émotions en machine pour vraiment essayer d'obtenir cette intelligence comme nous. Donc c'est un vrai truc, c'est pas juste nous, on est en train de se branler là, non, c'est c'est quand même un vrai truc. Et Non, mais non, franchement, c'est intéressant parce que, en fait, ça permet de réconcilier le système, quoi, et ça permet de se dire, en fait, si t'as pas d'émotion, en fait, ça te paralyse, quoi. Parce que ça t'empêche d'arriver à des conclusions et que du coup, ouais, pas de passer à l'action, tu vois. c'est ça. En gros, Mais en fait, les émotions, c'est ce qui intervient et en fait, c'est ce qui, à un moment, te permet de dire stop à ton raisonnement, quoi. ouais, mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, l'intelligence la plus sophistiquée qu'on connaisse, donc celle du cerveau humain, elle fonctionne comme ça. Donc à un moment, on a aussi quand même le droit de prendre le problème à l'envers et de se dire, bah, est-ce qu'il y a quand même pas. Est-ce qu'on peut pas partir du principe qu'il y a quand même une utilité fondamentale à ce truc? Et en fait, si tu pars de ce principe-là, bah, en fait, on en déduit tout ce qu'on vient de dire, quoi, Ouais, finalement. franchement, c'est vachement intéressant. Et Parce que du coup, ça me fait revoir ma position sur, sur sur les trucs, parce que c'est vrai que j'ai un peu une forme de mépris pour, Mhm. je trouve, en fait, je trouve ça un peu irrespectueux, tu sais, de faire trop appel aux émotions. Ouais, Tu vois, ouais, les limites, en fait, je trouve que c'est une forme d'irrespect ou une forme de manigance, tu vois. Je suis là, il est en train de me ken, tu vois. mhm. Et en fait, Bah, ce que tu là, dis, t'as rajouté le mot trop, donc enfin, oui, oui, c'est forcément, ça. si tu fais trop appel, c'est pas bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, il y a un subtil équilibre, mais du coup, Mhm. ce qu'on dit, c'est que en fait, la meilleure moyen le meilleur moyen de véhiculer un discours, et ce qui est le plus efficace, et ce qui est le plus pertinent, du coup, Ouais. c'est nécessairement d'avoir une proportion d'émotion, tu vois. Mhm. Mhm. Et, euh, et oui, voilà. Et voilà, et du coup, Viktorovitch, c'est un peu sa conclusion, quoi. Il dit, moi, je veux pas dissocier les deux. Et donc, il donne un exemple, il dit, si tu parles des naufragés en mer, encore une fois, c'est pas mal de citer des statistiques, histoire d'avoir une partie rigoureuse à ton argument. Mais après, si tu montres le cadavre d'un enfant échoué en mer, ça commence à... Enfin, tu vois, ça donne du relief à ce que tu as dit, tu vois. Donc, le cadavre tout seul, ça permet pas de faire grand-chose, mais les deux combinés, j'ai fait appel au système 1 et au système 2, j'ai eu un raisonnement rigoureux et j'ai donné un peu de relief quand même en faisant vraiment comprendre aux gens ce que ça signifiait une personne échouée en mer. Bah, en fait, Viktorovitch, il dit, bah ouais, pourquoi pas, quoi, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Bon, j'ai l'impression qu'on intellectualise beaucoup trop pour aboutir à une conclusion qui est qu'il faut le fond et la forme, quoi. Ce que pas mal de gens acceptent comme donné entrante, tu vois. Mais c'est vrai que Oui, c'est vrai, moi c'est j'avais un vrai. peu du mal. J'étais là, j'étais là tout pour le fond, tu vois, tout pour le fion. Mais moi, j'étais Euh, comme toi quand j'avais entendu les trucs de Damasio, j'étais là, mais moi j'ai trop envie d'avoir un problème au cortex préfrontal et tout, j'en ai rien à foutre, ils sont trop forts les gens, j'ai trop envie de... Et en fait, non, en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, putain, il y a moyen qu'ils soient un peu handicapés. Et mais tu sais, grave. même je me disais, imagine, tu sais, t'es quelqu'un qui a pas forcément l'habitude de faire des raisonnements complexes, qui a pas forcément appris la logique, appris les mathématiques ou appris la physique, un truc comme ça. Et imagine, on te coupe tes émotions. Imagine, on te coupe ton système 1. Ouais. Genre, limite, j'ai l'impression que ça revient à t'assassiner, en fait. Bah non, mais tu vois, genre, si tu réfléchis pas dans la vie, Oui, oui, parce que du coup, t'es pas entraîné. Enfin, en fait, du coup, ce que tu utilises au quotidien, on bah te tu deviens un l'enlève. zombie, quoi, en fait. Ouais, Ouais, c'est ça.
Mais non, mais je Non, sais mais pas, j'essaie de faire des raisonnements par l'absurde, mais tu vois, ouais. Mais bon, je sais pas, Non, non, mais c'est intéressant parce que aussi ça me fait revoir un peu ma position sur, tu sais, sur tout ce qui est lié à l'apparence, tu vois. Bon, après, encore une fois, c'est une opinion personnelle, donc Hmm. on s'en fout un peu. Mais juste moi, ça m'intéresse parce que j'ai un problème là-dessus. Euh, tu sais, j'ai pas mal de jugements sur tout ce qui est lié à l'apparence, toute l'industrie de l'apparence, genre les fringues, les, euh, le maquillage, C'est le et, chapitre d'après, ouais. tu vois, les fringues, le maquillage, et même, donc Ouais, à la fois sur toute cette industrie-là, et même j'ai une suspicion vis-à-vis des gens qui accordent de l'importance à ça. Tu vois, ouais, je suis comme toi, ouais. c'est un biais un peu, c'est un biais que j'ai, inconscient et conscient, enfin les deux, tu vois, Hmm. euh, qui est que quand je suis en face de quelqu'un qui porte beaucoup d'importance à sa posture, à son apparence, à ses fringues, à son maquillage, etc., Ouais. j'ai une suspicion. Tu vois. Hmm. Une suspicion soit de superficialité, soit de manipulation. Tu vois, j'ai un a priori négatif, quoi. Et en fait, ce qu'on dit là, ça pourrait potentiellement remettre en question ça aussi, quoi. Ce qu'on dit, c'est qu'en fait, faire appel à des biais qui est que tu as un a priori positif, qui est que la plupart des gens aiment bien les gens beaux ou les Hmm. belles fringues, etc. Ce qu'on dit, c'est que faire appel à ces biais, à ces raccourcis, à ces émotions, c'est pas nécessairement fallacieux, quoi. Et Hmm. c'est peut-être une forme d'intelligence aussi de faire ça, quoi. Ouais, peut-être. Là, j'avoue, j'ai pas la réponse. Le seul truc que je Ouais, peux dire, c'est que j'ai les mêmes instincts que toi, mais j'avoue, j'ai pas fait le lien avec. ouais. Parce que le truc de Damasio, c'est juste, j'avais réfléchi et j'ai fait chier Clem au dernier dîner et ça s'est arrêté là, quoi. J'ai pas plus creusé que ça. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en tout cas, j'ai les mêmes biais. Et juste, on peut passer sur l'apparence. En effet, c'est le chapitre d'après, mais je voulais juste dire, en fait, il cite aussi quelques exemples où il dit que c'est mal, parfois, d'utiliser l'émotion. Il cite des exemples intéressants. C'est-à-dire, le 10 octobre 90, il y a une certaine Naïra de 15 ans qui avait témoigné devant le Congrès américain, comme quoi les soldats irakiens avaient emporté des couveuses dans une maternité du Koweït, laissant les bébés mourir. Et Bush, donc c'est Bush père, hein, puisque c'est en 90, apparemment a mentionné ça à 10 reprises dans ses discours. Et du coup, on a autorisé le recours de la force contre l'Irak pendant la guerre du Koweït. Et or, l'année suivante, il fut révélé que c'était pas vrai, en fait, que Naïra était la fille de l'ambassadeur du Koweït. Donc, c'est quand même. Mais en fait, ça, c'est connu apparemment. Mais j'ai découvert ça là. Et il cite aussi, tu sais, Colin Powell qui avait sorti sa fiole d'anthrax Ouais. lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour cette fois, envahir l'Irak avec Bush Junior. Décidément, l'Irak, il aime bien se faire envahir sur les émotions. Et, Ouais, ouais. Oui, mais là, le problème, c'est pas tant l'usage des émotions, c'est plus le mensonge, tout simplement, quoi. ouais, je suis d'accord, mais j'y ai pensé en le lisant, j'ai fait, ouais, ok. En fait, c'est deux cas où juste les mecs ont inventé des Ils ont trucs, juste quoi, tu mytho. vois. Genre, Viktorovitch, il dit, ouais, si tu mytho comme ça. ce mytho, c'est pas ouf, tu Non, attends, vois. Genre, non, il y en a un bien. Attends, tu vas me dire si tu penses que c'est éthique ou pas, l'histoire suivante. C'est apparemment, il y avait un mec qui s'appelait René Faït, ou Faït, qui était un député gynécologue et qui avait sorti en 74, lors du débat pour ou contre l'IVG à l'Assemblée nationale, il avait sorti un magnétophone avec l'enregistrement d'un cœur qui bat d'un fœtus de 8 semaines. Et plusieurs députés ont révélé suite à ça que, avec juste quelques secondes de son, René avait réussi à les ébranler. Est-ce que tu trouves que c'est éthique ou pas de sortir le magnétophone et de faire ce que René a fait là? ouais, C'est chaud, hein? à la base, moi, je trouve que c'est pas éthique, mais ce Ouais. qu'on a dit préalablement, c'est qu'en fait, c'est pas si Ah oui, éthique que d'accord, ça, oui, quoi. si tu t'appliques ça, oui, si. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est marrant. Parce que Euh, si à côté il a un raisonnement et il finit son raisonnement par ses 8 secondes de battement, bah en fait ce qu'on dit c'est que c'est l'avatar quoi. Non, non mais Non, tu non, vois. je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, c'est ça, oui, s'il raisonne et qu'il sort son truc, ouais. Par contre s'il te donne que l'enregistrement des battements, genre il dit rien, tu Et sais, il drop le fait mic, que, tu sais ouais, tu sais au débat et tout, il est juste là avec son magnéto, il est avec là à sa écouter boombox. avec sa bombe. Il est comme ça. Du coup, ouais, et avant de finir le truc sur les émotions, il cite quand même l'indignation. Ça, c'est important en débat. Il dit que l'indignation est une formidable machine à écraser la complexité du monde. On écrase toute la complexité et on se retrouve avec opprimés et oppresseurs. Si nous adoptions un point de vue plus nuancé, serions-nous toujours prêts à nous mobiliser?
demande Viktorovitch. Voilà. Après tout, si tu traites tous ceux qui sont pas d'accord avec toi de personnes détestables, bah t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'arguments et c'est souvent une victoire facile. Surtout quand t'es tellement indigné que tu peux plus parler. Voilà. Donc ça, c'était pour les émotions. Et donc on enchaîne sur les gens que t'aimes pas, Georges, les gens qui travaillent leur image. Non, mais tu vois, l'indignation, c'est vachement intéressant, mais je pense qu'on est tous les deux d'accord, donc je vais éviter de m'étaler, quoi. Mais j'avoue, moi, c'est un peu mon Bah, c'est combat, pour ça genre. que je le cite rapidement en fait, parce que Ouais, enfin, qui va parce te que. dire que c'est que en fait, je crois que je connais personne qui. En fait, les gens ont recours à ça, mais je pense Mais qu'ils ont ils ont. honte quand ils ont recours à ça en fait. Bah, franchement, j'en sais rien, parce que. Je pense. Enfin, je sais pas, genre. Bon, on va pas s'étaler des heures, mais c'est vrai Sur que faire moi, la ça. psychoanalyse des gens. Ah, non, mais moi, c'est un peu mon combat, genre, j'en peux. Enfin, je trouve on a les. En tout cas, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage ou sur mon lieu de travail ou enfin dans ma vie. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, ou même dans les médias, genre, je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu une forme d'indignation facile, quoi. Genre, c'est à qui s'indignera le premier. Bref, bon. Ouais, ouais. Mais ouais, j'ai. Enfin. Mais c'est un mal qui est assez répandu, quoi. Ouais, ouais, Euh, non, c'est pour ça que je voulais le citer. Euh, Maintenant, j'avoue que. En fait, je vois pas. Et en fait, Enfin, c'est dur à contrer dans le sens où parfois, tu sais, on te sort le contre-argument de oui, mais en fait, c'est que ça permet de mobiliser et qu'une forme de radicalité, c'est pas si idiot pour faire avancer ta pensée, même si ça occulte la complexité du monde, tu vois. Et genre, on te dit, voilà, le fond de ce que la personne dit, c'est pas idiot, donc elle est légitime de s'indigner et c'est pas très grave, tu vois. Et enfin, moi, je trouve que ça stérilise un débat. Enfin, en fait, ça empêche, c'est pénible, quoi. C'est pénible. bah, je suis d'accord avec toi. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi une sorte de maladie vis-à-vis de ça. Je crois que c'est un vrai problème qui est assez répandu. Je suis même pas en train de faire une blague, c'est limite une vraie maladie. Tu sais, des gens qui sont sur Twitter et qui vont avoir un espèce de besoin, tu sais, comme manger 5 fruits et légumes par jour, de passer 1 heure à s'indigner d'un truc. Et ils vont avoir l'impression d'avoir fait, je sais pas comment dire, Oui, leur bonne action du jour. tu veux dire que Et c'est un moyen d'apporter du sens aussi, oui. ouais, mais alors que c'est juste, ils devraient avoir honte, tu vois? Mais c'est un truc, j'ai l'impression, que ça leur, peut-être que ça leur donne du sens, ouais, c'est assez chelou, ouais. Donc on s'indigne contre l'indignation, quoi. Putain, ouais. Putain, ouais. C'est exactement ça. Non, mais bon, après, on est d'accord, donc je sais pas, après, Ok. je sais pas, moi, quand je vois un mec faire ça en face de moi, j'ai toujours l'impression qu'il a honte de ce qu'il fait, mais peut-être que je me trompe. Peut-être j'ai trop foi en l'humanité, je sais pas. Euh, donc, autre chapitre, c'était travailler son image. Et donc, bah, Viktorovitch, il dit que dans les écoles de rhétorique, en tout cas, c'est un chapitre qui est très important. L'image qu'on va renvoyer aux gens, et quand on dit l'image qu'on renvoie aux gens, c'est pas que l'image physique, c'est aussi la réputation que tu as acquise, c'est aussi si à un moment dans un débat tu vas apparaître, je sais pas moi, agressif, incompétent ou patient, au contraire. Est-ce que tu vas apparaître comme un ennemi, un allié ou un ami aux gens qui t'écoutent, voilà. Et en fait, tout ça, il appelle ça l'éthos, ETHOS. Et l'apparence, en fait, enfin, tout ce que je viens de citer, il résume ça dans le mot ethos. Et donc, si on précise un peu, du coup, c'est quoi les différentes composantes de l'ethos? Il commence par parler de ce qu'on appelle l'effet de halo. Et l'effet de halo, c'est la façon dont tu rayonnes. Et il rappelle des trucs dont on a déjà parlé, c'est qu'on écoute plus des gens qui sont grands, beaux, qui ont la voix grave, qui ont une certaine façon de se tenir, qui portent certains vêtements, qui ont des lunettes aussi, il dit. Typiquement, il dit que Le Pen avait fait ça après son débat catastrophique avec Macron en 2017. Elle avait mis des lunettes juste après pour, je sais pas, paraître plus compétente. Et donc, évidemment, il va citer l'expérience, tu sais, ultra connue de Alexander Todorov, où tu sais, il avait fait choisir à des gens entre deux photos, dites-moi lequel vous apparaît le plus compétent.
Et en fait, ça prédisait vachement bien qui allait se faire élire. En fait, c'était des élections passées, les gens les connaissaient pas, et ça prédisait vachement bien qui avait gagné l'élection, en fait, d'avoir l'air compétent. Donc ça, c'était assez ouf. Et bon, il dit la bonne nouvelle, fun fact, c'est que ça marche pas sur les gens qui s'intéressent à l'actualité et à la politique. Mais ça marche sur Jacqueline qui vote Macron, quoi. Enfin, ça marche très bien, quoi. Désolé si vous appelez Jacqueline. Ou si vous votez Macron. Ou si vous... Non, mais vous avez le droit de voter Macron, mais genre, vous n'êtes pas obligé de voter pour lui parce qu'il est beau. Ouais, et puis il va citer les expériences où le mec il essaie de se faire offrir 10 centimes qui lui manquent pour son pain au chocolat. Bah, s'il est habillé avec un costard et tout, ça marche mieux. Même s'il est ultra mal poli, genre s'il a un costard, ça marche bien. Donc, ça, c'est la première idée de l'éthos, qui est un peu triste, mais c'est comme ça. Il dit un autre truc sympa, c'est il dit se détourner du verbe être. Donc éviter de dire je suis de gauche, je suis un geek, je suis supporter du PSG. Et donc au lieu de dire je suis végétarien, dites je ne mange pas de viande ni de poisson. Au lieu de dire je suis libéral, dites je crois en une économie peu régulée. Et en fait, il explique que ça permet de ne pas s'attirer l'animosité immédiate d'une partie des auditeurs qui va juste inconsciemment te ranger dans une case ennemie. Tu vois. Et donc il dit c'est plus facile d'avoir à convaincre des contradicteurs que des adversaires. Ouais. C'est, Ok. c'est quand même fascinant le genre de truc que tu apprends quand tu veux être politique, quoi. C'est Ouais, ouf c'est ça. intéressant. C'est Ouais, en fait, marrant, c'est ne t'auto-fous pas dans une case, quoi. hein. Ouais, ouais, c'est sympa quand même. Ouais. Euh, et, euh, et donc en gros, pour résumer cette partie, il dit qu'il faut apparaître sincère, compétent et séduisant. Voilà. Il dit ça peut paraître frivole, mais ça fait partie intégrante de la rhétorique. Et un truc qui m'a fait marrer, c'est dans la catégorie sincère. Sincère, compétent et séduisant, mais quel enfer, putain. C'est ça. Ah là là, putain, putain, on est mal parti, hein. Moi, je suis mal Et, barré. et attention, parce qu'on va dropper, on va dropper du vocabulaire. Tu vois, dans la catégorie sincère, il dit pour avoir un bon ethos, il faut paraître sincère, mais un des prérequis pour la sincérité, c'est ce qu'on appelle la congruence. Et donc la congruence, c'est de pas te marrer, par exemple, quand tu vas engueuler ton enfant parce qu'il a fait une connerie, mais que la connerie qu'il a fait, c'était marrant, tu vois. Donc du coup, si tu rigoles en l'engueulant, ça va pas marcher. Ça s'appelle la congruence. Et donc, par exemple, je sais pas, Georges, c'est qui la candidate la plus congruente de la campagne pour toi? C'est Valérie Pécresse. Voilà. Qu'est-ce que t'es con, putain. Donc voilà. Donc effectivement, Valérie Pécresse, tout ce qu'elle disait, elle avait l'air de le penser. Et donc on a un bel exemple de congruence. Mais t'es vraiment trop con. Il marque les mêmes conneries que moi. Du coup, ouais, voilà. Donc Je suis motivé. non, Les mais donc voilà. Français et moi. C'est un enfer. Putain, il a deviné ma blague, je suis trop énervé. Et non, mais du coup, pourquoi on a pensé tous les deux à Valérie Pécresse? Putain, on est trop cons. Donc c'est la congruence. Donc ça, c'était tout ce qui était sur l'apparence. Et là, on peut passer à un des chapitres les plus marrants, qui est reconnaître la tromperie. Non, c'est intéressant, sincère, compétent et séduisant. Je trouve ça. Ouais. Ouais, et en Bah, fait, ça résume le truc, en gros. Ouais. ouais, ça résume le truc. Et c'est intéressant. Et il n'y a pas. Ouais, d'accord. Mais je trouve ça intriguant. Bon, après, c'est peut-être un débat un peu sans fin, mais tu sais qu'il n'y ait pas une notion de différent, tu vois. Après, peut-être que c'est une histoire d'opinion personnelle, mais j'ai l'impression que, tu sais, les gens qui sont différents, que ce soit en apparence ou en attitude, Mhm. je trouve que, tu sais, les gens qui sortent du lot un peu, qui sont différents, Le ils, peacocking, ça s'appelle. bah, ils sont plutôt séduisants, tu vois. Enfin, t'as une tendance, t'es un peu attiré, t'es un peu intéressé, tu vois. Est-ce que tu parles du peacocking? C'est quoi le peacocking? Mais tu sais, c'est les mecs qui te disent, genre, pour choper les meufs en boîte et tout, il faut que j'ai un collier un peu intéressant ou Putain, c'est une vraie théorie et tout, le Mais oui, tu peacocking. connais pas? Ah, non, C'est d'avoir un objet insolite sur toi pour que les gens te je regardent. je vais pratiquer le peacocking. C'est ce que tu dis. Est-ce que le peacocking, ça marche? Bah, apparemment, c'est une théorie. Après, c'est pas dans le livre de Viktorovitch, le peacocking. Donc, maintenant qu'on a vu le peacocking, on peut passer à la tromperie. Et en gros, la tromperie, c'est assez intéressant comme partie. C'est apprendre à reconnaître les procédés rhétoriques fallacieux
Et donc, un procédé rhétorique fallacieux, c'est un truc qui va violer une ou plusieurs règles logiques fondamentales, et donc qu'on va appeler sophisme. Je sais pas si tu te souviens, on se demandait ce que ça voulait dire Ouais. l'autre chose, sophisme, bah, ça veut dire ça. Voilà. Et donc, si je l'illustre, il dit en logique, tu peux faire des raisonnements par déduction. Donc, c'est le truc classique qu'on a appris à l'école quand tu dis Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Donc, ça, c'est un raisonnement par déduction. Mais tu peux aussi faire des raisonnements inductifs. Donc, tu donnes un exemple et tu montes en généralité. Donc, je sais pas si tu dis bah, tu fais 1m72, aucun joueur de NBA ne fait 1m72, donc tu seras jamais joueur de NBA. Ça, c'est un raisonnement inductif, genre une montée en généralité. Et donc, c'est quoi les sophismes que tu peux faire là-dessus? Bah, tu peux dire les chats boivent du lait, Socrate boit du lait, donc Socrate est un chat. Ça, c'est une erreur de déduction. Ça marche pas. Ensuite, tu peux faire des erreurs d'induction aussi. Tu dis ton oncle qui est basketteur professionnel fait 2 mètres, donc toi, vu que tu fais 1m72, tu seras jamais joueur professionnel. C'est une erreur d'induction. Donc ça, c'est un peu, je sais pas, la définition mathématique du procédé rhétorique fallacieux. Mais du coup, je vais quand même citer quelques exemples un peu plus intéressants, histoire de se familiariser avec le truc. Euh, les gens qui vont dire tu manges pas de viande, tu sais qui d'autre ne mangeait pas de viande? Adolf Hitler. Donc ça, c'est le déshonneur par association. Tu vois, ça, c'est un sophisme. Voilà. Il y en a un autre, c'est bien sûr que l'homéopathie, ça marche. À chaque fois que j'en prends, mon rhume est guéri au bout d'une semaine. Donc ça, c'est le sophisme de la fausse cause. Hein. Et il y en a un que j'aime bien, ça s'appelle le sophisme du vrai écossais. C'est par exemple si tu dis les féministes sont contre la prostitution, donc celles qui sont pour ne sont pas de vraies féministes. Tu vois? Et en fait, je sais pas si tu vois pourquoi c'est fallacieux, mais en gros, ce que tu veux démontrer est inclus dans ta phrase, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, euh, je crois que le truc du vrai écossais, c'est les Écossais ne boivent pas de lait. Mon oncle est écossais, il boit du lait. Ce n'est donc pas un vrai écossais. Enfin, tu vois, c'est ce genre de, ce genre de conneries-là. C'est le sophisme du vrai écossais. Voilà. Et un que j'aime bien, qu'on a souvent entendu pendant les élections, c'était, tu sais, quand tu présentes deux choix hyper orientés, c'est les mecs qui disent soit vous votez pour la France, soit vous Oui. votez contre. Et là, t'as envie de dire, bah, ok, bah, si merde, du coup. Et donc ça, c'est le sophisme du tocard, ça s'appelle. Ouais. Je sais pas, il n'y a pas de nom, tu vois. Mais ça, c'est vachement utilisé, hein, Mais c'est ouf, hein? Ouais, ouais. C'est... Bah, en fait, Genre, tu résumes le débat. Non, mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a les gens qui sont intelligents et les gens qui sont cons. Et genre, en c'est gros, le ça, mec qui genre, résume le truc, et toi, tu fais, ouais, je sais pas si je suis d'accord avec la façon dont tu as résumé le truc, mais vas-y à c'est la ça, base. genre, tu réduis le champ des possibles, quoi. Tu Ouais. limites, en fait, tes Entre un arguments. truc. Ouais. C'est ça, entre la peste et le choléra. Mais Ouais. c'est intéressant de les lister. Enfin, je trouve limite cette partie, c'est limite la partie la plus intéressante. Ouais, ouais, elle est Parce marrante. qu'en fait, tu commences à te détecter et ça te fait un peu ton Mm. guide de survie, quoi. Ouais. Genre, Bah, surtout enfin, celui-là nous, qui est tout le temps utilisé. bah celui-là il est tout le temps utilisé. Ouais. Il y a aussi le truc par association, c'est tout le temps utilisé. Genre, Ouais. je t'ai vu à un dîner avec Dieudonné, du coup, je t'aime pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est vrai. C'est vachement utilisé, alors que, enfin. Ouais, ouais. Genre le truc par association où genre ah oui regardez cette photo il a publié sur ses réseaux sociaux une photo avec Marine Le Pen du coup on le méprise. Oui, c'est ça, ouais. Euh, enfin, c'est intéressant parce que c'est vachement utilisé, ouais. Mm, mm, mm. T'en as un autre qui est marrant, ça s'appelle la question avec présupposé. C'est par exemple si tu demandes à quelqu'un avez-vous arrêté de battre votre femme? Et genre, quoi que tu répondes, t'es niqué en fait. Tu vois, genre. C'est il est marrant. Euh, Ah, j'aime bien la question, c'est génial ça. voilà. Euh, Il y en a un autre, c'est la pente glissante. Donc, tu sais, c'est les gens qui disent oui, si vous faites ça, c'est un premier pas vers Hitler ou vers Staline, enfin, comme tu veux, genre, Ouais. à droite ou à gauche. Il y a évidemment l'homme de paille qui est bah, tu caricatures et simplifies et décrit de façon débile les arguments de l'adversaire. Donc, ça, c'est souvent utilisé. Et il y en a un autre, c'est le tout ou rien. C'est
tout résultat inférieur à la perfection ne possède aucune valeur. Donc, par exemple, l'aide sociale, ça sert à rien, les gens sont quand même pauvres, le tout ou rien. C'est souvent utilisé, souvent que le nucléaire aussi, c'est utilisé le tout ou rien. Euh, Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, il y a aussi la variante du tout ou rien, c'est un peu le raisonnement poussé à l'extrême, quoi. ouais, c'est ça. Bah après, il y en a qui se recoupent, genre homme de paille, enfin, tu vois, tout ou Ouais. rien, machin, enfin, bref. Mais tu vois, Euh, raisonnement poussé à l'extrême, tu vois, c'est genre en mode, oui, oui, tu oui. dis, euh, tu dis, je suis pour la discrimination positive. Ah oui, ok, pour les femmes, par exemple, tu dis, ah Ouais, oui, et alors du coup, on doit ouais. faire aussi pour les Chinois et pour Oui, c'est et ça. tu vois, mais ça aussi, c'est vachement utilisé, tu vois. C'est qu'en fait, tu sais, t'essayes d'expliquer que la vie, c'est faite de nuances et qu'il y a des curseurs et que tu t'essayes des trucs, etc. Ouais, Et les gens, ils t'enlèvent ton truc, ils te disent, bah non, en fait, c'est soit tu peux l'appliquer partout, à toutes les strates, à tous les moments, dans ouais. toutes les dimensions, sinon c'est caduque, tu Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vois. ça. C'est ça. Euh, et d'ailleurs, j'ai envie de rajouter, c'est, tu sais, enfin, j'ai cru voir dans les débats un peu comment tu dis, pas les débats où tu essaies de gagner, mais tu sais, les débats qui sont considérés les débats de bonne foi, où en gros, les Ouais. gens sont sympas et intelligents et débattent pas pour gagner, mais genre pour que ça soit cool à écouter pour les auditeurs et des trucs comme ça. Souvent, justement, c'est l'inverse de ces trucs-là qui est utilisé. Typiquement, on va pas utiliser l'homme de paille, on va utiliser l'homme de fer. Ou en gros, avant de commencer à contre-argumenter, on veut être sûr d'avoir représenté de façon la plus fidèle et de la meilleure façon les arguments de l'adversaire. Tu vois. Et donc ça, c'est un truc que j'ai vu souvent utilisé dans ce genre de débat-là, et je trouvais ça marrant, je trouve ça hyper intéressant de dire, non mais juste pour bien comprendre, toi, ce que tu dis, en fait, c'est que ça c'est bien, parce que machin, et t'essayes de représenter tellement fidèlement que le mec en face va te dire, bah ouais, ouais, je suis d'accord avec la façon dont t'as représenté ce que je pense, quoi. Et après, tu peux commencer à contre-argumenter. Voilà. Donc tu peux aussi voir le truc dans le sens inverse, c'est de ne pas faire ce genre de truc à la con, ou de faire le Mm. contraire, en fait, c'est limite bien, en fait. Mm. Euh, et Et dans c'est ce... intéressant. Et il Ouais. donne d'autres techniques que le Stillman ou... Non, là, pardon, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ok. Mais tu vois, ça serait intéressant, typiquement, d'avoir le pendant un peu positif du truc, quoi. Ouais, en fait, j'ai l'impression que tout ce que tu fais pas ou que tu inverses, en fait, finalement, Ouais, ça va dans le bon sens. Ouais. ok. Euh, donc, ah oui, j'ai l'impression que ça marche avec tout. Je suis en train de les relire. Euh, donc, Clément Viktorovitch, il y a un truc qui est très important pour lui dans ces histoires de reconnaître la tromperie. J'ai l'impression que c'est aussi pas mal présent dans ses vidéos. C'est ce qu'il appelle le concept mobilisateur, donc, utilisation de concept mobilisateur. Donc, faut retenir cette expression. C'est des expressions qui ont deux caractéristiques selon lui. C'est soit elles ne veulent rien dire, soit elles veulent dire tout et son contraire. Ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles sont connotées positivement. Donc là, quand je le dis comme ça, c'est pas sûr qu'on comprenne ce que c'est qu'un concept mobilisateur, mais on Ouais, peut donner des exemples. c'est genre être républicain. Voilà. C'est, Putain, il a tu vois. deviné, il est chaud, il est chaud. Donc typiquement, certains exemples là, que je peux donner, c'est être républicain, dire je suis pour la liberté, je suis pour l'émancipation des femmes, le droit des femmes, je suis pour la bienveillance, la réforme, le changement, la transformation, le rassemblement, en avant, en mouvement, le pragmatisme, le réalisme, le progressisme, pour la France, pour la justice, pour la laïcité. Et donc, voilà, enfin, il dit c'est horrible, tu peux en mettre partout, et tout le monde est d'accord avec toi, et en fait, C'est horrible. t'as rien dit, quoi. Ouais. C'est marrant parce que ça rentre dans notre bucket imprécision, quoi. Mm, C'est- mm, mm, mm. Mais c'est vrai que, voilà, c'est-à-dire que. Et en fait, le truc qui est infernal, l'analyse qu'il en fait, c'est que finalement, tout le monde est obligé de l'utiliser pour pouvoir se battre à armes égales, et donc c'est particulièrement pernicieux, quoi. Et donc, en fait, si tu écoutes le discours d'un politique, en fait, il utilise plein de ces concepts mobilisateurs. Et en gros, en fait, juste il dit rien, en fait. Et donc, déjà, c'est assez triste. Et après, il te dit comment tu les repères. Demande-toi si ça serait possible de revendiquer l'inverse. Oui, je suis contre l'émancipation. Enfin, tu vois, genre, non. Ouais. Donc, c'est complètement con. Euh, et donc, Ah, ça, c'est marrant ça. les concepts mobilisateurs, c'est marrant, ouais. Ouais. Non, mais Et, c'est marrant le truc, c'est demande-toi si tu peux revendiquer l'inverse. oui, c'est ça. C'est un bon truc de self-defense, tu vois.
Et donc, on peut conclure ce chapitre en disant que si la rhétorique a mauvaise réputation, bah, c'est aussi à cause de ce genre de procédé, quoi. Ok. Et donc voilà, ça c'était tout ce qu'on avait à dire sur la tromperie. Et on peut finir sur la partie qui s'appelle maîtriser le débat, qui est en fait la partie qui va traiter de deux politiciens ou deux associatifs qui vont débattre sur un plateau de télé. Donc finalement, ça peut paraître hyper précis comme ça, mais finalement, c'est un vrai art en fait de faire ce truc-là. Et donc c'est une partie qui traite de ça. Et pourquoi nous, ça nous intéresse? Bah, parce que je sais pas si on regarde des mecs en train de débattre à la télé, c'est quand même intéressant de connaître un petit peu les ficelles et pourquoi ils font les trucs qu'ils font, quoi. Euh, et donc dans ce chapitre-là, bah, je vais continuer dans l'énumération, du coup, en citant les concepts qui m'ont intéressé. Et donc, le premier outil intéressant, c'est dans un débat, manier l'art de la question. Donc, par exemple, si tu demandes au gars en face le prix du pain au chocolat, Viktorovitch, il dit ça fait très mal. D'une part, soit il sait pas et il passe pour un con, et d'autre part, soit il sait, mais ça fait un peu pitié parce qu'il passe pour l'élève qui répond au professeur. Donc, quoi qu'il arrive, si tu sais poser des questions comme ça peut faire très très mal. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, il essaie de donner des manières de s'en sortir. Et donc, il te dit si on te demande le prix du pain au chocolat, je sais pas, tu ferais quoi, toi, Charles? Euh, Bah, je Toi, dis. toi, tu serais niqué ou pas? Non, bah, je sais pas, moi je dirais que c'est une question inintéressante et que je refuse de répondre à cette question. Ouais, Je mais dis t'es que ni- ça, t'es- je dirais que ça a aucune pertinence dans le débat. ouais, mais t'es niqué parce que du coup, on a l'impression que tu sais pas, tu vois. Ouais, c'est ça, je suis un peu niqué. Donc, ça fait assez mal. Non, lui, ce qu'il dit, en fait, en fait, il revient à une sorte de règle de base de la rhétorique qu'on peut tous retenir. C'est que plus le procédé rhétorique est visible, moins il est efficace. En gros, donc une règle de base dans la rhétorique, c'est qu'il faut être subtil et pas genre faire des trucs avec des grosses ficelles. Et Ok. donc, et donc la plupart des outils de défense qui marchent bien en général, c'est de montrer que l'autre est en train d'utiliser un procédé rhétorique de merde. Et donc là, la défense contre le pain au chocolat, bah là, c'est d'essayer de dénoncer le processus. Donc là, Viktorovitch, il dit pardonnez-moi, cher ami, mais je n'aime pas ces manières. Nous ne sommes pas en salle de classe. Redescendez de votre arrogance. Quant au prix du pain au chocolat, vous apprendrez qu'il est autour de 1,20 €. Et donc, il dit c'est pas un game breaker, mais au moins, ça permet de s'en sortir sans trop de. Tu vois, tu perds avec -1 au lieu de -10, quoi. Ouais. Mais c'est marrant. C'est marrant. C'est un génie. Voilà. Donc c'est pour contrer la technique du pain au chocolat. Il y a un autre outil qui est s'imposer avec force. Et donc si on essaie d'aborder le sujet avec nuance et que notre adversaire a une vision très monolithique et non nuancée, il va clairement l'emporter. Et c'est assez triste, mais c'est pourquoi les débats de ce type ont tendance à écraser les subtilités et les nuances. Et en fait, ça finit toujours en une lutte entre un gars radicalement pour et un gars radicalement contre. Et tant pis pour la mesure et la subtilité, en fait, t'as pas le choix. Et en gros, il y a une espèce de règle qui te dit que tu ne peux être que mesuré si ton adversaire choisit de l'être aussi, en fait. Et si ton adversaire choisit de ne pas l'être, tu ne peux pas l'être, sinon tu perdras le débat. Ça, c'est quand même assez triste, hein. Ah ouais, et ça, y a pas de self-défense, genre t'es niqué. Ouais, non. Bah là, il dit que non, si tu peux pas contre un mec monolithique et non nuancé dire oui, mais en fait, vous avez raison, mais machin, parce qu'en gros, tu vas te faire niquer. Ah, c'est marrant. Ouais. Mais ça, c'est vrai, parce que c'est vrai que ça, on Mais, c'est, l'observe mais, de on, mais ouf. on sent que c'est vrai, hein, tu vois. Ouais, tu l'observes tout le temps et tu l'observes aussi quand tu discutes avec des gens bourrés. C'est-à-dire. Bah, tu sais, tu deviens monolithique quand t'es bourré, tu vois. Ah, ok. Et du coup, toi, tu peux plus être nuancé, quoi. Enfin, le débat, les gens peuvent plus être nuancés. Et ouais, ouais. Mais du coup, est-ce que t'as l'impression de perdre contre les gens bourrés, du coup? Bah. Parce que je sais pas si ça va dans le sens du propos de. Non, mais le truc. Enfin, oui, bon, bref, on s'en fout des gens bourrés. Mais le principe, c'est que c'est vrai que, enfin, en fait, genre, une pensée monolithique, c'est souvent plus attrayant, quoi. Ouais. Tu- Parce qu'en fait, t'as l'impression
t'as l'impression qu'il est plus certain de son truc, tu vois, que. Ouais. Mais du coup, on peut parler d'une autre stratégie qui est du coup liée au Jean Bourré. C'est ce qu'il appelle la technique du hareng rouge. Et donc c'est marrant, tu vois, il y a des petits noms. Et donc en gros, c'est quoi? C'est je suis en train de perdre le débat et donc du coup, je dois changer de sujet à tout prix. Et donc pourquoi je dis que ça a un rapport avec les gens bourrés? C'est en gros l'exemple qu'il donne, c'est je suis en soirée et je discute prostitution avec un gars qui est bourré, mais qui finit par apparaître moins con qu'il n'en avait l'air et qui est en train de me faire passer pour un bonnet. Moi qui étais contre la prostitution. Hein, donc en gros, il te plante le décor et donc le mec va tenter de faire la technique du hareng rouge parce qu'il est, il est en train de se faire niquer par le mec qui avait l'air moins con qu'il en avait l'air. Et donc, le gars, il dit une première chose que tu peux faire, c'est dire ok, oui, j'ai compris, les femmes sont libres, j'imagine que tu es aussi pour la légalisation du cannabis, du coup. Et donc, tac, tac, hareng rouge, tu changes de sujet, et donc, Un grand rouge. ni vu ni connu, on a l'impression que t'as pas trop perdu le débat. Mais le mec, s'il est pas trop con, il pourrait répondre ça n'a aucun rapport, change pas de sujet, on revient sur la prostitution, et là, je serais niqué. Donc, il y a le deuxième tiroir du hareng rouge, c'est je peux essayer de rendre le débat personnel et dire est-ce que tu aimerais que ta fille soit une prostituée? Et donc là, je rends le débat personnel. Et, mais là aussi, s'il est intelligent, il peut répondre que c'est parce que c'est pas parce que je suis pour que tout le monde puisse faire ce qu'il veut que je peux pas souhaiter un avenir meilleur pour ma fille. Et je serai niqué. Et troisième technique du hareng rouge, c'est je peux ensuite l'insulter ou utiliser de basses insinuations. Mais là aussi, l'autre peut répondre ah bravo, on passe aux insultes maintenant et je serai niqué. Donc tu vois, Putain, le hareng rouge, il est vénère. bah, le hareng rouge, c'est que t'es en train de perdre en fait. Tu Ouais, vois, le hareng rouge, t'es en PLS. c'est le last resort. C'est. Je suis en train de perdre, j'invoque le hareng rouge. Bah, le troisième tiroir du hareng, il est solide, il est ghetto. Quand t'es au troisième tiroir du hareng, t'es pas bien. Ah ouais, moi ça m'arrive tout le temps. Hein. Moi, ça m'arrive tout le temps. Euh, et, euh, et donc, ouais, on peut aussi parler d'un truc que tu disais au début, c'est tout ce qui est, tu sais, les coupures, quand tu coupes la parole des gens. Et là, c'est assez intéressant. Il te donne des techniques en fait pour gérer ce truc-là. Et c'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire que le premier point, c'est il te dit de rester silencieux le plus possible et d'attendre ton heure. Et de surtout pas couper toi-même la parole. Et en gros, tu vas voir après pourquoi, mais en gros, c'est t'emmagasines des points en faisant ça. Donc reste silencieux, attends ton heure, ne coupe pas la parole. Et donc ensuite, tu vas commencer à parler. Et si tu te fais interrompre, tu peux dire j'aimerais, si vous le voulez bien, aller au bout de mon idée. Voilà. Et du coup, c'est là où tu commences à capitaliser sur le silence que tu avais tout à l'heure, parce qu'en fait, plus tu étais silencieux avant, bah, plus les gens vont dire ok, bah, je ferme ma gueule, parce que genre, en vrai, il a pas trop parlé. Machin. Ouais. Voilà. Ensuite, si ça marche pas et que tu te refais interrompre, tu peux dire je crois vous avoir écouté sans vous interrompre, j'aimerais que vous en fassiez de même. Voilà. Et du coup, bah, ça, évidemment, ça marche pas si avant, bah, tu fermais pas ta gueule et tu coupais l'autre tout le temps. Voilà. Donc, on revient au premier conseil, du coup, fermer ta gueule et utiliser le silence comme une arme de capitalisation. Ça, c'est intéressant quand même, hein, je trouve. Hein. Et si tu te refais interrompre, tu peux contre-attaquer. Tu peux dire encore, mais enfin, vous êtes à ce point terrifié de ce que je pourrais dire. C'est une maladie. Vous ne pouvez pas rester silencieux plus de 10 secondes. Et après, il dit si ça marche pas, tu peux juste quitter le plateau ou partir à la guerre toi-même en interrompant, hausser le ton. Et en gros, il dit la muflerie de notre adversaire aura forcé le match nul. Mais déjà, il y a deux trucs que je trouve ouf. C'est que du coup, on enseigne aux gens ce genre de trucs. Ça me fascine. Ouais. Et de deux, c'est que en gros, si t'es en train de perdre le débat, tu peux juste faire nimp et en gros, ça fait match nul, quoi. Ouais, genre t'as le emergency. Ouais, genre t'as des harengs rouges Ouais, de emergency, tu peux juste couper le gens tout le temps et on comprend rien et les gens arrêtent de regarder. Et ça, c'est quand même incroyable, quoi.
Tu peux activer le panic mode. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça, c'est quand même le chapitre qui rend un peu triste quand même, hein. Ouais, bah après, oui, oui, non, je suis d'accord. Bon, Mm. après, on a tous un peu fait usage de ces trucs Ouais. de manière plus ou moins consciente, quoi. Mais je sais pas, je trouve que, enfin, bon, enfin, le truc, c'est que déjà à la télé, c'est triste parce que t'apprends rien et et c'est juste ça rend les gens cons. Mais c'est vrai que, enfin, après, il y a aussi la vraie vie. C'est-à-dire que quand tu discutes avec les gens, et en fait, avec l'âge, moi, j'ai tendance tu sais, à me dire que ça sert à rien d'avoir des discussions ou des débats avec des gens où le but, c'est de gagner. Tu vois, c'est qu'il y ait une espèce de victoire à la fin. En fait. Je me dis, Ben, en fait, moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi, mais tu peux te dire, ça te permet justement de t'entraîner à ces techniques-là, tu vois. En fait, non, mais sauf dans ce c'est... cas de figure-là, bien sûr. Non, mais sauf si t'as envie de t'entraîner pour aller faire des trucs à la télé ou je sais pas quoi, évidemment. Oui, oui, non, mais évidemment. Non, Mais mais tu vois, c'est tu plus peux... dans la vie de tous les jours, quand t'as envie de Ouais, passer mais... un bon moment avec quelqu'un. Oui, c'est ça. En fait, plus je deviens âgé, plus je me dis, en fait, juste, en fait, si je fais pas ça, en fait, ça se passe beaucoup mieux. Et, Ouais, ouais. ouais, pardon. Non, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, mais moi, je suis complètement... Je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus agréable. Mais tu vois, genre, en lisant, enfin, en ayant notre discussion, là, je suis en train de me dire, en fait, limite, faut le percevoir comme un exercice, quoi. Ouais, mais c'est Que- ça. Non, mais le truc, c'est que là, tu peux le voir d'un Ouais. côté cynique où tu te dis, bah, en fait, c'est un art. Et en fait, du coup, faire ce genre de truc, c'est mon entraînement quotidien. Bon, ok, si on oublie ça, en effet. Si on oublie ça et juste que tu es là, enfin, tu as envie d'avoir une discussion intéressante, tu as envie de passer un bon moment avec quelqu'un, mais en fait, moi, de plus en plus, je me dis, enfin, juste, ça sert à rien d'essayer de gagner. Et d'ailleurs, tu sais, il y a pas mal de sujets où, en gros, bah, je sais pas, tu sais, je suis pas trop sûr de moi. Et en gros, sur les sujets où je suis pas trop sûr de moi, bah, juste je lâche le steak, tu vois? Genre en mode, «Ah ouais, OK, d'accord». Enfin, tu vois? Je suis pas hyper véhément et heu et en fait, je sais pas pourquoi, j'arrive quand même toujours à me faire engrainer, en fait. Et ça et ça me rend d'une tristesse folle, quoi. C'est-à-dire que, genre, j'ai beau, grandir, j'ai beau me dire, «Fais pas ça, machin, ça sert à rien». Il y a toujours un moment où tu vas arriver sur un sujet où tu connais très bien le sujet et où l'autre, t'insulte un peu de manière détournée, et puis il t'insulte, mais il y a des gens autour puis tu sais, c'est pas il te traite pas d'enculé, mais tu sais, il va te dire, «Ouais, c'est vraiment trop con ce que tu dis» et puis il va lever les yeux au ciel et tout et là, moi, je me fais engrainer à chaque fois. Mais ça, c'est parce que t'es pas sérieux, compétent et séduisant, tu vois. Mais je pense que c'est ça, ouais et heu et je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine forme de tristesse, enfin, d'une part, enfin, qu'en gros, à la télé, les gens soient obligés de faire ça et que, genre, entre nous, même, je sais pas, moi qui essaie de faire l'effort et tout, genre, en fait, j'y arrive pas, tu vois? Et heu et je sais pas, moi ça je trouve, je sais pas, il y a une forme de tristesse, Ouais, bah heu après, oui, ça, en fait, je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a le côté fatigue. Je pense que ça réclame un effort de pas utiliser ces procédés fallacieux. Tu vois, je ah oui, pense que, c'est ouais, ouais, OK, tu ouais. vois, je pense que le chemin de moindre résistance pour pas mal de gens et peut-être pour la majorité des gens, c'est de pas être nuancé, de pas être rigoureux, de faire appel à ses émotions, de pas contrôler ses pulsions un peu néfastes, tu vois. Mmh. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un côté fatigue. Et il y a un côté, de un, je pense de deux, il y a un côté, tu, t'as un côté genre tu mimiques, tu copies ce que tu vois. Donc si les débats que tu vois sur les réseaux sociaux, que tu vois dans les médias, Ouais, tu ils raison, je sont, pense, ouais, ouais. ils sont pas apaisés et que tu es abreuvé toute la Je journée pense que c'est comme ça qu'il faut faire, ouais. de chaînes d'information continues, etc., bah, du coup, t'as pas trop d'alternatives. Ouais. Euh, donc je pense que tu as ces deux trucs-là, quoi. Mais voilà. Mmh, mmh, mmh. Et ouais, c'est ça. Enfin bref, du coup, je sais pas, c'est pas le c'est pas le chapitre le plus marrant, mais c'est intéressant de voir, je trouve, ce qu'on apprend, aux gens qui font ce métier-là. Je trouve ça cool de voir un petit peu les ficelles. Ouais, c'est ça. Puis c'est, encore une fois, c'est trop cool. Enfin, et voilà, le troisième point, c'est que je pense qu'il y a un problème, il y a un truc d'éducation, tu vois. C'est que personne n'est familier de ces concepts-là. On les apprend pas ni à l'école, etc.
enfin, on les apprend pas à l'école, et moi je pense que c'est un truc de salut public, tu vois. Enfin, c'est un truc qui est Mm, vraiment d'utilité publique d'apprendre ça mm, aux adolescents, tu vois. mm, Et même aux adultes, tu vois. C'est que, enfin, c'est quand même vachement intéressant pour alimenter et aiguiser ta pensée critique, mm, d'avoir les capacités d'identifier ces procédés rhétoriques-là et de toi-même les utiliser. Et mm. j'ai pas l'impression que c'est une discipline répandue, tu vois. Enfin, moi, avant que ce mec-là apparaisse dans le paysage médiatique, j'étais pas du tout familier de tous ces concepts-là. Et je trouve ça vachement intéressant. Donc, tu vois, je pense qu'il y a un troisième volet, effectivement, éducation, quoi. Ouais, mais ça c'est ouais là on est un peu en train de faire la conclusion vu qu'on a fini, mais moi le livre, c'est vrai que j'ai tendance à le prendre comme le manuel tu sais, le manuel du parfait petit politicien. Et j'ai l'impression que juste en fait, il nous a dévoilé ce qu'on apprend à ces gens-là. Euh, et donc c'est intéressant. En fait, je sais pas, j'en ressors intéressé du livre, mais tu sais, j'en ressors un peu triste aussi, tu vois. Enfin, c'est comme, je sais pas, enfin, tu sais, c'est la red pill, tu vois. C'est genre, en Oui, gros, enfin, t'étais peut-être bien content de pas le savoir et de pas le voir avant. Et là, maintenant, de le savoir, t'es là, genre, putain, il y a vraiment des gens qui s'entraînent à faire ça. Il y a vraiment des gens qui font ce genre de trucs, qui font exprès de le faire. Ouais, tu vois, c'est quand même un peu. ouais, ouais, bah, je pense que je suis d'accord. Enfin, tu peux voir le côté négatif qui est que tu as une forme de désenchantement en apprenant qu'en fait ces trucs-là, c'est utilisé consciemment, etc. Ouais. Mais aussi, tu as le côté positif qui est que ça te permet toi-même de t'améliorer. Enfin, tu vois, moi je le vois aussi, je vois aussi que ça comme genre, moi je fais usage de ces procédés-là sans même les connaître de manière instinctive. Et que Mm. le fait de les connaître, ça va permettre de mieux contrôler et d'être plus éthique dans mon discours. Tu vois. Oui, Et, c'est pas mal de voir ça comme ça, je trouve. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu pourras identifier les trucs fallacieux, les trucs pas très rigoureux et essayer de pas les faire, quoi. exactement. Ouais, Et tu vois, d'accord. genre, en fait, c'est comme, tu sais, quand on a tous des défauts, et tu sais, dans la psychanalyse, la psychologie, c'est de savoir comment tu fonctionnes Mm. et d'essayer d'identifier les comportements qui te semblent nuisibles de prendre, d'en prendre conscience pour les contrôler, les contourner, les atténuer, tu vois. Mm. Et en fait, ça, c'est un moyen. Là, tu as un comportement rhétorique nuisible euh, que moi, je peux avoir souvent, tu vois, je le sais, tu vois, même pas exprès, tu vois. Le fait d'avoir ça, c'est un moyen d'essayer de s'améliorer, quoi, tu vois. Mm, 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 mm. Bah voilà, du coup, Clément Viktorovitch, est-ce que tu voulais rajouter un autre truc? Ouais, je sais pas, t'as kiffé? Ouais, non, franchement, j'ai trop kiffé. J'aime beaucoup ce gars. Je vous invite à voir le Thinkerview. C'est une Ouais, il est chaîne bien, YouTube, ouais. bref, avec ce mec. Même sa façon de parler et tout. Et puis, je trouve que pour le coup, lui, il a une forme de sincérité. Enfin, en tout C'est cas, il vrai. a, dit- Il a, en tout il cas, a il a, respecté ce qu'il a dit, ouais. voilà, en tout cas, enfin, je sais ça, je trouve qu'il incarne bien sa théorie et son expertise. Et après, peut-être que c'est fait exprès, c'est une manigance, mais en tout cas, je trouve que c'est quelqu'un qui paraît authentique, qui paraît sincère, et qui fait un travail d'utilité publique, et qui me paraît novateur. Et donc, je trouve qu'il mérite son succès. Il est intéressant. Voilà, j'aime bien ce gars, quoi. Ouais, et puis il y avait aussi, tu sais, le fait qu'en gros, il pourrait ne pas faire ça et être payé, beaucoup plus, et utiliser ses connaissances pour faire des choses un peu moins, éthiques et au final, il a choisi de faire ce qu'il a fait et c'est cool, ouais, ça lui donne une espèce de forme de sincérité aussi, je trouve. Enfin bref, c'est tout à son honneur, je trouve, c'est cool. Il a l'air Oui, c'est sympa, quoi. ça. Mmh. Et en fait, enfin, tu vois, dans les interventions qu'il a eues sur les plateaux télé, etc., Mmh. enfin, après, ça, c'est une histoire de ressenti personnel. Juste, genre, tu sais, quand il est sur un plateau, j'attends juste qu'il s'exprime, tu vois. Genre, tu sais, c'est vraiment un mec, genre, Mmh. il éclaircit un débat, quoi. Genre, Oui, t'es content. c'est un peu le Valérie Pécresse de. C'est ça. Non, mais tu vois, genre, t'es content qu'il soit là, t'es Non, je là, suis d'accord, ouais, tu vois, ouais. il ferme sa gueule la plupart du temps, et t'es là, t'attends les 3% de temps où il va parler, et t'es content, tu vois. Putain, il applique tous ses préceptes, genre Non, il ferme sa gueule et ouais, non, mais franchement, il est cool, bras. Il est moins lisse qu'il n'y paraît, tu vois. Tu sens qu'il a quand même des vraies convictions, qu'il est intéressant. ouais, ouais, ça va. Bon, vas-y, bah, on s'arrête alors. Voilà, donc j'espère qu'un jour on amènera au nectar. Bien sûr qu'il va venir. Allez, Allez, salut. ciao.